Je m'appelle Tom et j'aimerais partager une histoire que j'ai vécue quand j'étais à l'université. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, ce n'est pas une histoire très agréable, mais j'aime penser que c'est quelque chose dont les autres peuvent tirer parti, que ce soit une leçon de vie ou autre chose. J'étais assez indiscipliné à l'université. Vous ne le penseriez pas en me regardant, mais c'est vrai. J'ai bien fait ma première année, essayant de rester concentré sur mes études, mais ensuite le style de vie de fêtard en deuxième année m'est tombé dessus assez fort. J'ai toujours eu l'air un peu plus vieux que je ne l'étais, donc bien que l'on me demande régulièrement ma carte sur le campus, si je conduisais en ville, je pouvais facilement acheter un pack de 6 bières presque n'importe où, ce qui n'était pas propice à un équilibre sain entre études et fêtes. Je me retrouvais régulièrement à devoir rentrer à pied chez moi depuis un bar à 2 heures du matin, ayant dépensé tout mon argent en shots et sans batterie sur mon téléphone pour appeler un taxi. Une personne normale pourrait vivre cette situation une fois ou deux, mais moi, cela m'est arrivé au moins 5 fois, c'est le nombre de fois dont je me souviens en tout cas. La dernière fois, je venais de rentrer sur le campus après avoir marché presque 2 ou 3 miles complètement ivre et j'étais incroyablement fatigué. J'étais en train de dessouler et de très mauvaise humeur. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi à mon dortoir pour prendre cette bouteille de vodka que je cachais dans ma chambre. C'est là que je rencontrai ce gentil inconnu. Ce gars était en train de fumer une cigarette devant son dortoir et il m'a dit quelque chose quand je suis passé à côté de lui. C'était quelque chose comme sacrée soirée, hein. Et j'ai répondu en grognant jusqu'à ce que je l'ai vu fumer. Je lui ai demandé d'en griller une avec lui, c'est ainsi que nous avons fait un peu connaissance avant qu'il ne m'invite à l'intérieur pour boire une bière et charger mon téléphone. Ce gars vivait dans les dortoirs de l'université, bien qu'il était dans le coin le plus sympa de l'autre côté du campus. Mais il faut savoir qu'il était strictement interdit d'avoir de l'alcool sur le campus. La plupart des fêtards avaient quelque chose caché quelque part, mais ce gars-là avait un mini frigo avec des canettes de bière cachées derrière des sodas. Il a dit que personne ne le soupçonnait parce qu'il était un peu nerd, et il avait raison je suppose, parce qu'il ne dégageait pas vraiment une personnalité fêtarde. Mais je me suis retrouvé sérieusement impressionné. Enfin, j'avais juste envie d'une autre bière avant de marcher les 20 dernières minutes jusqu'à mes dortoirs, mais impressionné néanmoins. Je suis monté dans sa chambre, et là, la bière était là, cachée à la vue de tous. J'ai demandé à utiliser la salle de bain du gars avant de boire, il m'a montré où elle était, et quand je suis revenu, nous avons discuté et bu. À un moment donné, je savais probablement que je devrais commencer à rentrer, mais je pensais que je pouvais juste me reposer un peu et... Mesdames et messieurs, c'est la dernière chose dont je me souviens. Je me suis réveillé le lendemain matin dans le couloir devant l'appartement du gars. J'étais complètement habillé et mes chaussures étaient avec moi. Ce devait être la fin de matinée parce que c'était assez animé dehors, ce qui signifie que les gens m'avaient certainement enjambé en passant dans le couloir. J'avais l'impression d'être mort et j'avais probablement à peu près la même apparence. Je sais que j'ai attiré quelques regards alors que je me dirigeais un peu en zigzagant à travers le campus jusqu'à arriver dans ma chambre. J'avais été vraiment ivre avant, mais jamais au point de ne pas me souvenir de ma soirée, et laissez-moi vous dire que ce n'était pas une bonne sensation. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais réussi à encaisser toute la nuit et qu'une simple bière m'ait complètement achevé au point de ne pas me souvenir de quoi que ce soit. Je pensais honnêtement que j'étais juste épuisé après ces heures à boire et à marcher, mais comme je l'ai dit, j'avais fait cette marche 5 ou 6 fois auparavant, probablement ayant bu encore plus à certaines occasions d'ailleurs, et je n'avais jamais fait de blackout comme ça jusqu'à cette nuit-là. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà compris. Les choses sont parfois plus claires à distance, vous savez, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir du déni, surtout quand il s'agit de jeunes hommes. Je pense qu'une année s'est écoulée avant que je ne sois vraiment confronté à ce qui m'était arrivé. Je l'avais toujours su au fond, mais comme je l'ai déjà mentionné, j'avais la tête fermement enfouie dans le sable jusqu'au cours des 12 mois environ depuis que j'avais fait un blackout. La même chose est arrivée à plusieurs gars de notre université et même à certains habitants. Ils marchaient quelque part tard dans la nuit, rencontraient une sorte d'inconnu qui leur offrait de la bière ou peut-être une charge de téléphone ou tout ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. Ils montaient ensuite dans l'appartement de ce gars-là ou montaient dans sa voiture ou autre chose et il leur offrait à boire. Et puis, boum,
Il se réveillait des heures plus tard sans aucun souvenir des événements de la soirée. On pourrait penser que ce sont ceux qui ont des idées claires ou des soupçons qui seraient les premiers à donner l'alerte, mais en réalité c'est l'inverse qui est vrai. Plus ils avaient d'idées sur ce qui pouvait s'être passé, plus il y avait de compartimentage permettant à notre prétendu gentil étranger de s'en tirer avec ses crimes pendant longtemps. Ce n'est que lorsqu'un gars est allé voir un médecin sans savoir pourquoi il avait tellement mal que la police est informée qu'il se passait quelque chose sur le campus. Ensuite, mais je ne sais pas comment, ils ont rattrapé le gars, l'ont arrêté, et toute l'histoire a été partagée dans les médias en quelques jours seulement. La police pense que ce prétendu gentil étranger aurait agressé entre 18 et 100 personnes différentes dans l'espace de 2 ans. Et, vous avez bien lu, 18 victimes confirmées mais aussi 100 potentielles victimes. Et j'ai entendu dire que près d'une douzaine étaient sur le point de témoigner, mais se sont retirées une par une dans la période précédant le procès lui-même. Témoigner aurait signifié admettre ce qui leur était arrivé, quelque chose que certains gars ne sont tout simplement pas prêts à faire. Je suppose que cela s'applique aux deux sexes, mais cela s'applique particulièrement aux hommes. Je le sais, parce que j'étais l'un de ceux qui se sont retirés. Je pense que si tant d'autres étaient aussi courageux pour le dire à voix haute, je n'aurais pas besoin de le faire. L'inconnu bienveillant qui m'a invité dans sa chambre cette nuit-là a été condamné à plus de 500 ans de prison pour les 18 chefs d'accusation distincts dont il a été reconnu coupable, plus une multitude d'autres crimes qui ont été ajoutés. C'était une bonne nouvelle pour la plupart, mais pour moi, cela signifiait affronter ce qui m'était arrivé. Ce qui a été honnêtement la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Depuis, j'ai travaillé avec une organisation appelée One in Six, parce que statistiquement, un homme sur 6 serait agressé ou violé à un moment de sa vie. Mais en raison de la manière dont nous en parlons peu, on pourrait penser que le chiffre est beaucoup plus bas. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et si les problèmes dont je viens de vous parler vous concernent, je vous conseille de vous rendre sur le site www.oneinsix.org. Il y a beaucoup de conseils et d'informations là-bas. Ne vous isolez pas et ne souffrez pas en silence, car le silence est vraiment destructeur. C'était il y a longtemps quand j'étais à la fac, ici, en Allemagne. Moi et quelques-uns de mes amis avons été invités à une fête chez quelqu'un pendant un week-end. Ce n'était pas présenté comme une rave folle ou quelque chose du genre, mais comme l'âge légal pour boire est beaucoup plus bas qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup de bière et ça promettait d'être plutôt animé. Sachant cela, moi et mes amis étions vraiment excités. On savait qu'il y aurait des filles, et en tant que jeune homme célibataire, nous savions que ce serait un excellent endroit pour avoir de potentielles rencontres et, vous savez, flirter avec elles. Nous sommes arrivés en puant le parfum, portant des chemises boutonnées ignobles avec nos bières à la main, et nous nous sommes installés dans un coin en buvant maladroitement entre nous pendant un certain temps. Mais plus nous buvions, plus nous devenions confiants, et lentement mais sûrement, nous avons commencé à socialiser. Un de mes amis a commencé à flirter avec quelques filles différentes, et au début c'était drôle de le voir galérer. Il était notre conducteur désigné pour la soirée, ce qui signifie qu'il n'avait pas bu, donc il était toujours très nerveux et assez maladroit. Mais ensuite, nous avons vu que l'attirance pour l'une des filles était très réciproque. Nous étions heureux pour lui, mais même si j'ai envie de vous dire que nous étions matures à l'époque et qu'on l'a laissé sans le taquiner, eh bien ce n'était pas le cas. Nous l'avons embêté, lui et son jeune flirt, de manière ludique bien sûr, mais c'était quand même gênant pour lui. Finalement, il nous a dit de les laisser tranquilles parce que nous gâchions ses chances avec elle. Et donc c'est ainsi que nous les avons laissés pour respecter son souhait d'être en paix. Nous étions assez saoux à ce moment-là, alors nous sommes partis et nous sommes amusés pour qu'ils puissent avoir de l'espace. Un peu de temps s'est écoulé et nous avons commencé à nous demander où était notre ami sobre et sa dame. Nous avons cherché partout, vérifiant toutes les chambres de la maison, mais toutes étaient occupées par des gens qui buvaient ou fumaient, et notre ami semblait introuvable. Mais alors, en le cherchant, nous avons trouvé les amis de la fille, et après avoir demandé où se trouvait le nouveau couple, nous avons découvert qu'ils étaient sortis dans la voiture de mon ami pour être seuls tous les deux. Nous savions exactement ce qu'ils faisaient, et bien que les amis de la fille nous aient fait promettre de les laisser tranquilles, nous devions juste prendre 1 ou 2 photos pour la postérité, vous voyez. On était immatures après tout, vous savez comment c'est entre amis.
J'admets complètement que notre plan nous a fait passer pour des mecs lourds, et violer l'intimité de quelqu'un est non seulement mal, mais aussi complètement contraire à la loi pour être honnête. Et d'ailleurs, nous n'avons finalement pas pris de photos ou de vidéos de qui que ce soit cette nuit-là, comme vous le découvrirez bientôt. Afin de rester discret dans notre mission, nous avions décidé que seul l'un d'entre nous s'approcherait furtivement de la voiture de mon ami pour enregistrer discrètement et secrètement ce qui se passait à l'intérieur, du moins c'était le plan, et cette personne n'était pas moi. Alors le reste d'entre nous est reparti à la fête pour donner l'impression que nous ne faisions pas exactement ce que nous faisions. Nous sommes repartis parler aux amis de la fille, les avons occupés en essayant de flirter avec elle, mais c'était un échec, jusqu'à ce que nous commencions à perdre patience. Tout ce que notre ami avec le téléphone devait faire était de se rendre jusqu'à la voiture de mon ami, prendre quelques photos, puis revenir avec le butin. Mais le temps passait de plus en plus, et il n'y avait aucune trace de notre ami avec le téléphone. Incapable d'attendre plus longtemps, je suis sorti pour le chercher, mais au lieu de filmer secrètement notre ami et sa fille dans la voiture, je l'ai trouvé assis sur le trottoir sans voiture en vue. Il était au téléphone avec quelqu'un, alors j'ai pensé que me taire et écouter me donnerait plus de réponses que poser des questions auxquelles il ne répondrait pas. Alors que j'écoutais ce qu'il disait, j'ai compris que l'appel était sérieux. À la fin, j'étais certain que, premièrement, il avait pleuré, et deuxièmement, que l'appel ressemblait à un échange avec la police. Je lui ai demandé où était notre ami avec la voiture, et il a simplement secoué la tête en me disant que nous devions partir. Quand il m'a regardé, il était évident qu'il avait pleuré. Mais pourquoi ? Il ne me l'a pas dit avant que nous ne prenions un taxi pour rentrer chez lui, et au cours de quelques bières et de cigarettes supplémentaires, il m'a raconté ce qui s'était passé. Il a essayé de prendre quelques photos comme prévu, mais quand il est arrivé à la voiture de notre ami, il l'a trouvé seul sur le siège passager, la tête dans les mains, dans un état terrible avec des larmes qui coulaient sur son visage. Mon ami avec le téléphone lui a demandé ce qui s'était passé avec la fille. Encore et encore, il lui posait cette question, mais notre ami dans la voiture ne disait rien, ne pouvait pas ou ne voulait pas, je ne sais pas. Mon ami avec le téléphone est allé vers le côté passager pour monter et lui parler en privé, et il a demandé à nouveau ce qui s'était passé avec la fille. Notre ami avec la voiture a simplement pointé son doigt vers la banquette arrière, et c'est là qu'il a réalisé que l'ami n'était pas seul dans la voiture et ne l'avait jamais été. Sous la couverture, à l'arrière, il a reconnu la forme d'un corps. C'était la fille avec qui il était, et elle ne respirait pas. Mais quand mon ami avec le téléphone a demandé ce qui s'était passé, l'ami dans la voiture a continué à dire « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Au début, il pensait peut-être que la fille avait fait une crise, peut-être une défaillance cardiaque, et il continuait à dire d'appeler les urgences, le 112, ici en Allemagne, pour les services médicaux. Mais notre ami dans la voiture ne voulait pas appeler. Il continuait à dire des choses comme « Attends une minute, j'ai besoin de réfléchir », et d'autres choses pour retarder mon autre ami. Mon ami avec le téléphone a dit qu'il est sorti de la voiture par instinct et réalisant qu'il laissait son ADN et toutes ces choses sur ce qui était maintenant une scène de crime. Il ne voyait aucune autre raison pour laquelle il refuserait d'appeler le numéro d'urgence ou essaierait de retarder l'appel de quelque manière que ce soit, et pourquoi il avait recouvert son corps au lieu de courir chercher de l'aide ou même d'essayer de la sortir de la voiture. Mon ami avec le téléphone a dit à mon ami de sortir de la voiture, mais il ne voulait pas. Il a soudainement démarré le moteur et est parti avant que mon ami ne puisse l'arrêter. Ensuite, il a été confronté à un choix. Courir nous chercher, ce qu'il voulait vraiment faire parce qu'il était complètement paniqué, ou faire la bonne chose, être un homme et simplement appeler le 110, qui n'était pas le numéro médical, mais le numéro de la police. Nous avons découvert plus tard que l'ami avec la voiture avait étouffé d'une manière ou d'une autre cette jeune fille, bien que nous n'ayons jamais découvert exactement comment. Il avait prévu de conduire jusqu'à la rivière Maine pour mettre fin à sa propre vie et cacher ce qu'il avait fait, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il a été trouvé par la police et a ensuite été arrêté. Il a plaidé coupable à toutes les accusations contre lui pour essayer d'obtenir le moins de temps possible en prison, et pendant un certain temps, c'était vraiment une histoire qui faisait parler. Mais maintenant, pour la plupart des gens, c'est un souvenir presque oublié. Quand j'y pense, mon esprit semble toujours se fixer sur une chose spécifique que mon ami a dit quand il était dans son appartement par la suite. Il a dit que réaliser qu'il était assis dans la voiture avec le cadavre ainsi que le tueur lui-même était le sentiment le plus effrayant qu'il ait jamais ressenti.
C'est le genre de moment qui figurerait en tête de la liste des moments les plus effrayants de la vie de n'importe qui. Mais il a dit que juste quelques secondes plus tard, il a été confronté à quelque chose qui était étrangement encore plus terrifiant pour lui. Il avait peur qu'une des amies de la fille décédée lui demande où elle était et comment il ne pourrait pas lui dire. J'ai essayé d'être le meilleur ami possible pour lui et de l'éloigner de la fête avant que sa pire crainte ne se réalise, mais je comprends aussi à quel point c'était égoïste de notre part de ne pas avoir averti les amis de la fille ou qui que ce soit de la fête de ce qui s'était passé. Ces filles ont donc continué à s'amuser pendant un certain temps sans savoir qu'une de leurs amies proches était partie pour toujours. Ce que je vais vous raconter s'est passé pendant ma première année à l'université. C'était il y a quelques années maintenant, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. À l'époque, je fréquentais une université qui avait environ 10 000 étudiants. Pour ma première année, je vivais dans un bâtiment de dortoir exclusivement féminin, au 3e étage, et en tout dans le bâtiment, il y avait 4 étages. Moi, j'avais ma propre chambre de dortoir, rien qu'à moi. Le seul problème, c'est que les toilettes et les salles de bain étaient en dehors des dortoirs, et vous allez voir, ça va être important dans l'histoire. C'était probablement lors de ma 3e ou 4e semaine de cours. J'étais allée me coucher un soir comme n'importe quel autre, et c'était un jour de semaine, mais je ne me souviens pas exactement de quel jour. Je me suis réveillée vers 3h du matin. J'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Comme je vous l'ai dit, les toilettes étaient en dehors de ma chambre, un peu plus loin dans le couloir. Alors je me suis levée, je suis allée à ma porte, et je suis sortie dans le couloir. C'était vide, tout était très calme. J'ai dû marcher peut-être 15 ou 20 mètres pour arriver aux toilettes. Et une fois là-bas, les toilettes que nous avions étaient essentiellement une pièce avec 5 portes et un lavabo. Chaque porte conduisait à sa propre petite salle de bain privée avec une douche et un toilette à l'intérieur. Et quand je suis arrivée, personne n'était là. C'était vide. Toutes les portes étaient ouvertes. D'un côté, ce n'était pas surprenant vu qu'il était 3h du matin. Alors que j'étais à l'intérieur de l'un des toilettes, j'ai entendu des pas provenant du couloir. La personne est ensuite entrée dans les toilettes et elle est allée dans l'une des 5 salles de bain qu'il y avait, mais je n'y ai pas vraiment prêté attention. Peut-être qu'une autre étudiante avait eu la même envie que moi cette nuit-là. D'ailleurs, même pas une minute après que la personne soit entrée, moi je suis sortie et je partais pour regagner ma chambre. L'autre personne était encore à l'intérieur de sa petite salle de bain privée et je n'étais plus qu'à quelques mètres de la porte de ma chambre quand derrière moi, j'ai entendu quelqu'un marcher. Encore une fois, je n'y ai pas vraiment prêté attention puisqu'à l'époque, je m'attendais à ce que ce soit une autre fille de mon étage, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai regardé par-dessus mon épaule pour voir qui c'était, et quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était un homme, et ce n'était pas un homme qui pouvait être étudiant. Il avait l'air beaucoup plus vieux que moi. J'étais vraiment confuse par ce que je venais de voir. Je me suis retournée et j'ai continué à marcher vers ma chambre, mais instantanément, j'ai entendu l'homme accélérer le pas. Il marchait assez vite et il commençait à me rattraper. Et là, j'ai vraiment eu un très mauvais pressentiment et j'ai accéléré aussi. Je n'étais plus qu'à quelques mètres de ma porte, je ne l'avais pas verrouillée en allant aux toilettes, ce qui était bien car ça signifiait que je pouvais entrer plus rapidement dans mon dortoir. De plus que je pouvais entendre l'homme se rapprocher de plus en plus de moi, comme s'il courait derrière moi. Et là, j'ai commencé à paniquer. Quand je suis arrivée à la porte, je l'ai ouverte, je suis entrée, puis je l'ai refermée et je l'ai verrouillée derrière moi. À peine une seconde plus tard, le gars s'est arrêté juste devant ma porte. C'est là qu'il a essayé d'ouvrir ma porte en tournant la poignée et mon cœur a commencé à battre encore plus vite qu'il ne le faisait déjà. Ensuite, l'homme a frappé à ma porte. Je n'avais aucune idée de qui était ce gars ou de ce qu'il me voulait. Je ne savais pas qui c'était. Par contre, je savais qu'il n'était pas censé être là. J'ai préféré ignorer et ne pas répondre à la porte. Je n'ai pas non plus pris la peine de lui demander ce qu'il faisait là ou qui il était. Et il y a eu environ 30 secondes de silence après qu'il ait frappé. Et je me suis dit peut-être qu'il était parti. Mais ensuite, il a refrappé de nouveau à la porte. Cette fois, ce n'était pas un coup très fort du tout. Après qu'il ait cogné, je me suis approchée de la porte et j'ai regardé par le Judas. Il était plutôt petit, portait une veste noire et avait des cheveux blonds. Je ne savais pas qui il était. En tout cas, il ne travaillait certainement pas à l'université ou quelque chose du genre. Ensuite, il s'est remis à frapper à la porte pour la 3e fois. Je ne voulais qu'une chose, c'est qu'il parte. Il n'y avait aucune chance que je puisse dormir avec ce mec devant ma porte. Il n'a rien dit pendant tout ce temps, mais il est resté là, devant ma porte, en silence.
Je me suis éloignée, je me suis assise sur mon lit et j'ai attendu. Ça faisait maintenant plusieurs minutes que l'homme n'avait pas frappé, mais quand je suis retournée pour regarder par le Judas, l'homme était encore là. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Je suis retournée à mon lit et puis l'homme a encore frappé à la porte. C'était vraiment silencieux et je l'ai à peine entendu. Je ne sais pas exactement ce qu'il me voulait, mais en tout cas, je ne me suis pas levée pour le regarder. Je suis restée où j'étais et j'ai attendu que le temps passe. Au bout de 10-15 minutes, je me suis levée pour voir s'il était toujours là, mais heureusement, l'homme était parti. Le lendemain matin, j'ai parlé de cet homme à l'assistante de la résidence et elle m'a dit qu'elle allait le signaler. Heureusement, je ne l'ai plus jamais revu après ça. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert que l'homme avait été autorisé à entrer dans le bâtiment beaucoup plus tôt dans la nuit car il avait convaincu un étudiant que sa fille vivait là et qu'il devait lui donner quelque chose. L'étudiant l'a laissé entrer, croyant à son histoire, mais il s'est avéré que ce n'était le père de personne. Il avait menti et il avait sûrement dû se cacher quelque part pendant des heures. Ça me donne vraiment des frissons rien que d'y penser. La sécurité du campus a été informée de la situation et heureusement, je n'ai plus jamais rien entendu concernant cet inconnu. À l'automne 2019, j'étais en première année à l'université. J'allais dans une petite école et je vivais dans les dortoirs. J'avais un colocataire nommé Danny, qui était vraiment pénible, mais ce n'est pas l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Bien sûr, c'était agaçant d'être dans cette petite chambre de dortoir avec Danny. Il parlait beaucoup et me titillait souvent. À cause de cela, j'essayais de passer autant de temps que possible loin de notre chambre. Je faisais mes études dans différents endroits du campus. Des endroits pour s'asseoir et travailler étaient partout, dans pratiquement tous les bâtiments. Même si je n'étudiais pas, je pouvais m'asseoir et regarder des vidéos sur YouTube ou peu importe, plutôt que d'être dans ma chambre si Danny était là. Je suis entré dans une routine après probablement le premier mois. Une nuit, je me souviens que je faisais mes devoirs dans un bâtiment, celui où se trouvaient beaucoup de nos salles de classe pour différentes matières. Il y avait environ 4 étages et j'étais au 3e ou 4e, mais je ne me souviens pas exactement duquel. J'étais assis dans un fauteuil confortable avec une table attachée, conçue pour étudier ou autre. Il y avait quelques-uns de ces fauteuils qui donnaient sur une fenêtre avec une belle vue sur le campus. J'ai fait une pause vers 18h et suis allé à la cafétéria manger. J'ai retrouvé un ami là-bas et ensuite je suis retourné au même endroit du même bâtiment pour finir mes devoirs. Les bâtiments ne fermaient pas si vous étiez étudiant et vous pouviez y rester aussi longtemps que vous vouliez. À ce moment-là, surtout dans l'un des étages supérieurs, c'était très calme et il n'y avait presque personne. J'ai continué à travailler et j'y suis resté probablement jusqu'à 21h. Pendant que je travaillais, j'avais mes écouteurs qui jouaient de la musique en arrière-plan. Parfois je le faisais, parfois non, selon ce que je faisais et comment je me sentais. Juste après avoir terminé et avoir retiré mes écouteurs, j'ai entendu des pas derrière moi. Le passage qui se trouvait derrière moi menait vers une salle de classe et aussi vers des escaliers. Les pas venaient du couloir où il y avait des salles de cours. J'ai commencé à ranger mon ordinateur portable et à mettre mes affaires dans mon sac à dos. À mesure que je le faisais, les pas se rapprochaient de plus en plus. Il ne semblait pas que la personne allait simplement passer à côté de moi, cela semblait presque comme si elle allait s'approcher de moi. Je me suis retourné pour voir qui c'était, mais tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui s'est caché derrière une poutre. Je n'ai pas eu un bon aperçu de la personne, juste une partie d'elle pendant une seconde. C'était un peu bizarre. J'ai fini de ranger mes affaires dans mon sac à dos, puis je me suis levé pour regarder à l'endroit où j'avais vu la personne. Je ne voyais toujours rien. Ensuite, je suis allé vers les escaliers et j'ai quitté le bâtiment. Je suis retourné dans ma chambre après cela. Mais le lendemain, j'ai eu une expérience similaire. Cette fois-ci, après avoir étudié dans un autre bâtiment, je suis allé dans le bâtiment des arts du spectacle pour étudier ce soir-là. Ce bâtiment était assez calme la plupart du temps. Il y avait beaucoup moins de salles de classe à l'intérieur, et sauf s'il y avait un concert ou quelque chose du genre, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai étudié en paix pendant pratiquement tout le temps et n'ai vu que 2 ou 3 personnes passer pendant tout le temps où j'y étais. Pendant les 2 dernières heures, je n'ai vu personne d'ailleurs. L'endroit où j'étudiais était au premier étage, à côté d'un escalier où il y avait une table et une chaise pour étudier.
C'était un peu à l'écart, mais il y avait un couloir qui passait à côté et un autre qui y menait aussi. Cette fois-ci, je n'avais pas mes écouteurs et je pouvais entendre tout autour de moi. Les choses étaient très calmes et le temps passait. Il se faisait tard. À un moment donné, j'ai entendu des pas venant du couloir. Juste au moment où ces pas allaient entrer dans mon champ de vision, ils se sont arrêtés. C'était comme juste au coin où je ne pouvais pas voir. Il n'y avait pas de salle à cet endroit, c'était comme si la personne s'était simplement arrêtée net. Si elle était repartie dans l'autre sens ou avait bougé même, je l'aurais entendue. Que faisait-elle? Restait-elle simplement là? Je n'en avais aucune idée. J'ai décidé de ranger mes affaires et de retourner à ma chambre. Quand je l'ai fait, je n'ai rien entendu. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu à passer devant ce couloir et je suis parti dans l'autre sens en sortant. Dès que j'ai commencé à descendre le couloir, j'ai de nouveau entendu les pas. Cette fois, la personne me suivait, mais restait hors de ma vue. Puis je les ai entendus se rapprocher et entrer dans mon champ de vision. Je me suis retourné pour voir qui était là. Je l'ai fait très rapidement pour ne pas paraître bizarre. Alors, je n'ai pas bien vu la personne, mais je l'ai vu. C'était un gars grand et mince qui marchait un peu en arrière derrière moi. Il semblait marcher assez vite. C'était beaucoup trop étrange. En marchant, je suis passé devant une porte de sortie. Ce n'était pas une des entrées ou sorties principales du bâtiment, mais au dernier moment, j'ai tourné et je suis parti. Une fois dehors, je me suis dirigé vers la zone principale du campus. Le gars n'a pas quitté le bâtiment d'ailleurs. En rentrant, je me suis demandé si c'était la même personne que j'avais vue la veille. Je me suis posé dans ma chambre et à cause de ces expériences, je me suis dit qu'il valait mieux arrêter d'aller étudier seul tard le soir sur le campus. Même si je n'aimais pas étudier dans ma chambre avec Dany, ce n'était pas la pire des choses au monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, j'avais des cours comme d'habitude et j'étais absent de ma chambre pendant une grande partie de la journée. Je suis rentré dans notre dortoir en fin d'après-midi et Dany était là quand je suis entré. Il m'a dit que quelqu'un était passé et avait demandé après moi. Apparemment, quelqu'un avait frappé à notre porte et quand Dany a répondu, un gars a demandé si j'étais là. J'ai demandé à Dany à quoi ressemblait le gars et il a dit qu'il était grand et mince, décrivant essentiellement le même gars que j'avais vu l'autre nuit. J'ai demandé si le gars avait dit ce qu'il voulait avec moi, il n'a rien dit apparemment. Apparemment, il est simplement reparti après cela. Je n'ai jamais revu cet homme. Quand j'avais environ 17 ans, ma mère et moi avons déménagé dans une grande ville aux États-Unis. Je ne vais pas donner le nom de la ville en raison de ce qui s'est passé, mais c'est une ville que la plupart des gens connaissent. Nous avons déménagé pour commencer nos nouvelles vies car ma mère avait acheté une entreprise et elle en prenait la direction. Cela signifiait donc que je devais également changer d'école, ce qui a été la partie la plus difficile du déménagement, parce que dire au revoir à vos amis de longue date, associé à tous ces déséquilibres hormonaux super géniaux de nos années lycée, vous imaginez bien. Ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que j'étais en première année lorsque j'ai déménagé, et donc j'allais devoir passer mes 2 dernières années sans connaître personne de l'établissement. Le dernier jour d'école est arrivé à mon ancien lycée, j'ai dit au revoir à mes amis, puis je me suis précipitée à l'aéroport avec ma mère, et dès que j'ai changé d'école, je suis devenue une personne totalement différente. Avant, j'étais cette fille extravertie qui aimait ses amis, mais j'étais devenue une inconnue qui s'assoit seule à la pause déjeuner. En soi, l'école en elle-même était correcte, mais ce n'était rien comparé à mon ancien lycée. J'avais fait quelques connaissances, mais personne avec qui j'avais réellement envie de parler comme avec mes autres amis. Un jour, j'étais à la pause déjeuner, mangeant seule, quand de nulle part, un garçon que je n'avais jamais vu a décidé de s'asseoir avec moi. Il s'est présenté comme Dave et m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à ma table. Je lui ai dit que oui, et il a commencé à me parler de lui, prétendant lui aussi être un nouvel élève ici. Nous avons parlé jusqu'à la fin du déjeuner, ensuite il m'a raccompagnée jusqu'à ma classe, que j'ai trouvé attentionnée. C'est vrai qu'en discutant avec lui, je l'avais trouvé sympa. Plus nous parlions et plus nous avions les mêmes centres d'intérêt, les mêmes problèmes familiaux. Il semblait très gentil et bien qu'il semblait un peu bizarre, il n'était pas une menace ou rien du tout. En tout cas, ça c'est ce que je pensais, mais je ne savais pas à quel point j'avais tort. Un jour, Dave m'a envoyé un SMS comme ça, sorti de nulle part, me demandant ma taille de soutien-gorge.
Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise de répondre à cette question, ce à quoi il s'est immédiatement excusé et il a changé de sujet. Mais au fil du temps, il revenait toujours sur ce sujet, même si je ne voulais pas en parler, et cela a fini par atteindre un point où j'ai choisi de ne plus lui adresser la parole, même quand il me contactait le premier. Le même scénario se répétait quand il venait me voir au lycée. Finalement, les jours sont passés et pour une raison quelconque, je n'ai plus vu Dave à l'école. J'ai supposé qu'il avait finalement compris le message et qu'il s'était éloigné de moi. La nuit suivante, j'étais chez moi sur mon ordinateur à faire un projet pour le cours de chimie lorsque j'ai entendu quelque chose frapper à ma porte. En y repensant, cela ressemblait un peu à un caillou frappant ma fenêtre. Après tout, il pleuvait dehors. Alors j'ai supposé que c'était probablement le vent qui a emporté des débris. Néanmoins, cela s'est produit une deuxième fois, mais cette fois beaucoup plus fort. Je me suis levée de mon lit et je me suis dirigée vers la fenêtre et là, accroupi dans le jardin, il y avait quelqu'un que j'ai tout de suite reconnu, c'était Dave. Il portait une capuche et m'a souri mais d'une manière inquiétante. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier de toutes mes forces en le voyant et je suis allée dans la chambre de ma mère pour la réveiller. Ma mère est le genre de personne qui est surprotectrice envers ses enfants. Alors quand je lui ai dit ce qui s'était passé, elle était en colère et à juste titre. Pourquoi mon père n'était pas à la maison, ça c'est une autre histoire. Mais ma mère a enfilé ses chaussures et est sortie de la maison avec une batte de baseball tout en criant à quiconque qui était là de partir, sinon elle n'hésiterait pas à leur fracasser les dents. Il faut savoir que quand elle a dit ça, elle le pensait. Après ce qui a semblé des heures, elle est finalement rentrée à l'intérieur en me serrant dans ses bras et la personne en question était partie. Inutile de vous dire que nous avons appelé la police tout de suite après. Ils ont pris nos informations et ont noté ce qui s'était passé. On a d'ailleurs remarqué que notre détecteur de mouvement ne fonctionnait pas, donc c'est pour cela que nous n'avons pas été alertés. Ma mère m'a retirée de l'école pendant une semaine et a exigé que le lycée règle la situation avec Dave, mais ils lui ont expliqué que Dave était scolarisé puis retiré de l'école durant l'année précédente et il n'était pas du tout un nouvel élève. Il avait été suspendu de nombreuses fois pour des cas d'harcèlement, comme ce que j'avais vécu, et il était par la suite réintégré en raison de son bon comportement. Comment est-ce qu'il avait trouvé ma maison? Ça reste un mystère, et franchement, je ne veux pas le savoir. Ma meilleure hypothèse, c'est qu'il m'a suivi jusqu'à chez moi, ou qu'il a réussi à me localiser d'une quelconque manière. Mais quoi qu'il en soit, cela restera probablement l'expérience de harcèlement la plus effrayante que j'ai jamais eue. J'y pense encore de temps en temps, et je souhaite simplement retourner dans mon ancienne école. Quelques semaines plus tard, j'ai changé d'établissement. Certes, ce n'était pas le meilleur lycée, mais c'était nettement mieux que l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de rester à l'écart des réseaux sociaux et des sorties autant que possible parce que je suis devenue paranoïaque. Comme la ville où nous avions déménagé n'était pas très grande, c'était courant de tomber sur des gens que vous connaissiez. En tout cas, j'espère ne jamais revoir Dave. En 2014, un policier australien du nom de Steven Hegarty était assis dans son bureau en train d'examiner plusieurs pièces à conviction sur son ordinateur. C'était des photographies faisant partie d'un gros dossier. Le processus était lent et mentalement épuisant car les photographies que l'agent Hegarty examinait étaient l'une des choses les plus dérangeantes qu'il ait jamais vues. Chaque image montrait un enfant de moins de 10 ans maltraité par quelqu'un considérablement plus âgé, mais ce n'était pas simplement une poignée de photographies, il y en avait des milliers. Parfois, l'agresseur était une femme. La plupart du temps, c'était un homme, mais tous avaient pris des mesures considérables pour cacher leur visage, leurs cicatrices, leurs tatouages, toutes marques reconnaissables qui permettraient de les identifier. Le travail de Hegarty consistait à trouver des éléments pouvant identifier ces agresseurs, et justement, à force de chercher, il remarqua quelque chose de petit, apparemment insignifiant, sur l'un des doigts d'un agresseur, juste en dessous de son ongle. C'était une petite tache sombre, un grain de beauté à la même place sur le doigt sur presque toutes les photos examinées. Le policier en a alors déduit qu'il s'agissait de la même personne, du même homme. Ce grain de beauté n'était peut-être qu'un minuscule détail, mais il allait devenir une information clé au sein de l'opération policière mondiale qui allait être menée, une enquête visant à lutter contre l'exploitation des enfants, appelée l'opération Prism. L'objectif était de démanteler le plus grand site d'exploitation d'enfants du dark web, auquel environ 45 000 membres avaient accès via un logiciel de chiffrement appelé Tor. L'équipe d'enquête australienne dirigée par Hegarty et Argos avait également découvert qu'un homme dirigeait le site
et cet homme était un citoyen australien. De ce qu'ils avaient compris, il habitait sûrement au sud du pays, mais malgré une idée approximative de son emplacement, l'identité de l'homme restait un mystère. La seule chose dont disposait la police était le pseudonyme à 4 lettres qu'il utilisait sur le site, Surf. Quelques semaines plus tard, le commissaire adjoint de la police d'Australie du Sud, Paul Dixon, reçut un appel du groupe de protection de l'enfance, Argos. Il l'informait avoir trouvé une cible potentielle qui pouvait correspondre à l'homme qu'il recherchait. À ce stade, il ne connaissait ni son nom et ni s'il existait vraiment. Le seul indice qu'ils avaient était le pseudonyme Surf. L'enquête mondiale sur le site, dont le nom était gardé secret pendant longtemps, était devenue publique en 2011 lorsqu'un homme allemand fut arrêté pour exploitation d'enfants. C'est ainsi que la police découvrit que le propriétaire du site en question opérait depuis l'Australie du Sud. Après avoir recentré leur attention sur la région, la police parvint à arrêter un membre éminent du site vivant dans le Queensland. Cependant, il ne s'agissait pas du mystérieux Surf. L'homme révéla que Surf était australien et il a également confirmé qu'il opérait depuis le sud du pays. Une enquête additionnelle menée début de l'année 2014 a permis d'identifier d'autres coupables. La police néerlandaise a arrêté un homme suspecté de maltraitance sur enfants et en analysant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs découvrirent que l'homme avait accès au site du Deep Web. Utilisant les informations de connexion de l'homme, la police accéda au site et a analysé les métadonnées des nombreuses photographies qui étaient partagées là-bas. Près de 90% provenaient de la même source, ce qui indiquait que Surf était la personne qui partageait une grande majorité des photos. Les officiers de Argos commencèrent à fouiller Internet à la recherche d'autres mentions du pseudonyme Surf. Cela a pris des semaines, mais ils ont réussi à trouver une piste. Ils trouvèrent un fil de discussion sur un forum dédié aux propriétaires de véhicules tout-terrain. Plusieurs messages étaient écrits par un utilisateur appelé Surf, se présentant comme un amateur expérimenté des véhicules tout-terrain et donnant son avis sur les meilleurs pneus ou les meilleures suspensions pour son véhicule. Et cela a frappé les enquêteurs car les messages de cet utilisateur étaient rédigés exactement comme sur le site du Deep Web. Pour les officiers, ça ne faisait pas de doute, ils avaient trouvé Surf, maintenant il s'agissait de trouver son identité. Après avoir parcouru des milliers de messages de ce fameux Surf sur le forum, les policiers firent une découverte. Beaucoup des liens qu'il avait partagés n'étaient plus actifs, mais il y en avait un qui fonctionnait encore, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Les officiers se sont alors retrouvés devant une photo d'une voiture, une Volkswagen Amarok, un pick-up à cabine double produit par Volkswagen depuis 2010, mais le plus important, c'était que sur la photo, on voyait la plaque d'immatriculation du véhicule. Après avoir consulté la base de données nationale, les policiers ont retrouvé un nom associé à cette voiture, Shannon Mikul. À la suite d'une vérification préliminaire de ses antécédents, la police fit une nouvelle découverte choquante car ce fameux Shannon Mikul, l'homme suspecté d'être l'un des plus grands diffuseurs de matériaux d'exploitation infantile sur le Deep Web, travaillait en fait avec les enfants depuis 10 ans. Il participait à différents programmes de bénévolat et plus troublant encore, Shannon était employé à plein temps par le département de protection de l'enfance de l'Australie du Sud. Ça lui donnait alors un accès direct à des dizaines d'enfants très vulnérables. Les policiers étaient heureux de voir comme l'enquête avançait, mais ils étaient surtout stupéfaits d'apprendre qu'ils avaient mis la main sur ce fameux Surf. Cependant, pour mieux le coincer, la décision a été prise de ne pas l'arrêter immédiatement. La police souhaitait rassembler secrètement des preuves sur lui sans l'alerter sur cette enquête, craignant qu'il ne donne l'alerte à d'autres agresseurs ou bien qu'il ne détruise des preuves cruciales. Néanmoins, après avoir découvert qu'il était non seulement un employé du département de protection de l'enfance, mais aussi actif dans l'exploitation choquante d'enfants, la police réalisa qu'elle n'avait d'autre choix que de l'arrêter rapidement, sinon il allait continuer ses horreurs. D'ailleurs, les agents ont appris au cours de l'enquête que l'été 2013, un appel anonyme avait été enregistré par le département. C'était en fait un témoignage anonyme dans lequel la personne dénonce Shannon, donc Surf, de son attitude inquiétante envers les enfants qu'il recevait.
Et la personne a ajouté qu'elle avait entendu Shannon parler d'un enfant de façon inappropriée. Suite à cette plainte anonyme, Shannon avait été suspendu seulement 3 mois, puis il a pu reprendre le travail comme si de rien n'était, et cela a vraiment donné froid dans le dos aux officiers qui ne s'attendaient pas à ce qu'il soit déjà connu des services, mais aussi qu'il fût déjà condamné pour des faits similaires. L'agent Hegarty avait comme mission de chercher des preuves concernant les mains de Shannon, pouvant prouver qu'il était bien l'homme qu'il recherchait, avec le fameux grain de beauté au niveau du majeur, sous son ongle, et c'est pour cela qu'il devait passer en revue des centaines de photos pour voir s'il pouvait apercevoir le visage de Shannon ou alors apercevoir Shannon et sa main sur la même photo pour confirmer qu'il s'agissait bien du même individu. Heureusement, à force de recherche, il a finalement mis la main sur une photo et quelle ne fut pas sa surprise quand il a découvert cette photo de Shannon où il levait le bras et où il a pu apercevoir sur son majeur le petit grain de beauté reconnaissable. Hegarty a zoomé sur la photo pour être sûr de ce qu'il venait de trouver. Les doutes de toute sa brigade venaient d'être confirmés. Surf était bien Shannon, le plus grand criminel sévissant sur le Deep Web et pourtant qui travaillait avec des enfants. Il existait des programmes et des techniques permettant à une personne de rendre ses appareils complètement inutilisables pour la police et Shannon le savait et la police savait que Shannon connaissait ces techniques. Peu importe qui vous êtes, vous n'aurez pas accès aux appareils si la personne sait comment les bloquer. La police savait donc que si cela se produisait dans cette affaire, toutes les preuves contre Shannon pouvaient disparaître en un clic. C'est pour cela que le 10 juin 2014, une opération secrète a été menée. C'était le soir, Shannon Meakule était chez lui, il supervisait probablement son site maléfique, lorsqu'il a entendu un léger bruit à sa porte d'entrée. Quelqu'un venait de toquer, il s'est levé de sa chaise pour aller répondre, il n'a même pas pris le temps de fermer son ordinateur portable, ne soupçonnant aucunement ce qui allait se passer. À vrai dire, cela aurait pu être un voisin, un vendeur à la sauvette ou peut-être même quelqu'un de sa famille, mais lorsqu'il ouvrit la porte, personne n'était là. Il sortit quand même dans la rue pour vérifier et jeter un coup d'œil devant chez lui, et c'est au moment où il toucha le sol que les policiers le prirent par surprise, le poussant et le bousculant avant de le faire s'asseoir de force. Shannon était en état d'arrestation. Il ne disait rien, il était comme sidéré. L'agent Hegarty déclara plus tard que Shannon avait l'air si choqué d'avoir été attrapé, comme s'il n'avait jamais envisagé une seule seconde dans sa vie se faire attraper. C'était comme s'il n'avait pas du tout envisagé de conséquences légales sur ce qu'il faisait. Shannon était là, à fixer le vide, comme s'il se perdait dans ses pensées. Sa vie telle qu'il la connaissait était sur le point de changer à tout jamais. En quelques minutes après l'appréhension de Shannon, des officiers provenant de diverses agences de police australiennes ont fouillé son appartement. Hegarty avait été le premier dans son salon où il a trouvé l'ordinateur portable de Shannon connecté à un disque dur externe qui contenait sans doute une quantité énorme de matériel répréhensible. La police a découvert que Shannon utilisait un logiciel sophistiqué de chiffrement, mais heureusement, les experts de la cybercriminalité de la brigade parvinrent facilement à le contourner, et une fois fait, il suffisait de cliquer sur quelques liens pour que les officiers aient un accès complet à l'une des plus grandes caches de matériel d'exploitation juvénile jamais découvertes. La police retrouva même l'appareil que Shannon utilisait pour faire ses photos macabres de ses victimes, ce qui rendait le dossier contre lui encore plus facile à poursuivre, car là, ils avaient entre leurs mains des centaines, voire des milliers de preuves contre lui. D'ailleurs, il a fallu seulement quelques jours pour permettre d'identifier 7 victimes parmi les milliers de photographies obscènes. C'était un processus assez lent mais méticuleux. Il a fallu examiner des centaines de photos, puis les comparer avec les dossiers des enfants que Shannon avait traités. C'est donc ainsi que 7 enfants ont été retrouvés. Ils apparaissaient dans les dossiers du département de protection de l'enfance où travaillait Shannon Meakule. D'ailleurs, l'agent Hegarty déclara « J'ai été heureux de sauver ces 7 victimes. Nous avons examiné et tout croisé, les dates et les heures où les enfants étaient sous sa responsabilité et tout correspondait. » Par contre, le pire, c'est que nous ne savons même pas si c'était les seules victimes de Shannon. Il aurait sûrement pu en avoir plus, mais nous ne pourrons jamais être sûrs à 100%. Mais mon équipe et moi sommes heureux d'avoir pu sauver des enfants. En plus de la comparaison des photos avec les dossiers
Les détectives ont analysé les traces écrites qui pouvaient être présentes sur les photos, notamment des pancartes ou des petits mots qui se trouvaient généralement sur les enfants pour les identifier. Et c'est grâce à la correspondance exacte entre l'écriture de Shannon McCool et l'écriture de Surf que la police a pu renforcer le dossier. L'agent Hegarty a expliqué qu'il était courant parmi ceux qui fabriquent ces images malsaines de créer des preuves sous forme de messages écrits, comme pour prouver que la photo est bien réelle et que la maltraitance est bien réelle. C'est ainsi commun de détailler la date, l'heure ou même le nom d'utilisateur de la personne pour prouver que la photo ou la vidéo vient bien d'elle. Hegarty a ajouté « J'ai identifié 14 photographies où il y avait écrit quelque chose sur un post-it ou sur une feuille de papier et il plaçait effectivement ses notes sur les enfants juste avant ou pendant les sévices et nous avons conclu que la correspondance était parfaite. » Une fois que Shannon réalisa l'ampleur des preuves contre lui, il offrit sa coopération totale à l'enquête en cours, mais les agents le savaient très bien, même s'il coopérait, il y avait déjà assez de preuves contre lui pour l'accuser et le coincer. Il allait forcément être condamné à la prison à vie, mais la chose sur laquelle Shannon allait les aider, c'est trouver d'autres victimes. La police lui proposa un interrogatoire pendant lequel il allait donner d'autres noms de victimes, car la priorité était d'identifier les enfants restants sur les milliers d'autres photos, mais malheureusement pendant l'interrogatoire, Shannon n'a donné que 4 autres noms. Il prétendit ne pas se souvenir des autres enfants, et pendant tout le long, il minimisa son implication. Pour les policiers, c'était certain, Shannon n'avait aucun remords par rapport à ce qu'il avait fait. Quand le policier lui a demandé à quel point il était impliqué dans la gestion quotidienne du site, il rigola et expliquait qu'il n'était que photographe. Cette réponse a vraiment glacé le sang des agents. L'un d'eux déclara par la suite « Nous sommes simplement restés dans le parking, assis dans la voiture, incapables de parler de ce qu'on venait d'entendre. » Nous étions abasourdis par l'ampleur de ce que Shannon venait de nous révéler. Hegarty était convaincu que Shannon était malsain, mais après ses interrogatoires, il a découvert qu'en plus de cela, c'était un manipulateur vicieux. Ce qui lui faisait froid dans le dos, c'était de voir à quel point il était intelligent. Il lui a expliqué comment il choisissait ses victimes. Il a dit qu'il préférait s'en prendre à des enfants plus jeunes, plus faibles et plus vulnérables. Shannon expliqua que dès qu'il pensait qu'un enfant serait capable de raconter quelque chose à un adulte, il s'éloignait de lui et cherchait une autre cible. Il était en fait très sélectif dans le choix de ses victimes. Pour Hegarty et ses collègues, c'est certain que Shannon n'aurait jamais arrêté de maltraiter les enfants et il aurait sûrement continué à s'en prendre à eux s'il n'avait jamais été arrêté. Ça aurait pu être 6 mois, 2 ans, 10 ans, qui sait. En tout cas, tout le monde en est sûr. En tout cas, tout le monde est d'accord. Shannon ne présentait aucun remords et même il prenait un certain plaisir à raconter ce qu'il faisait. Il a été condamné le 7 août 2015 à 35 ans de prison avec une période incompressible de 28 ans. Cependant, en avril 2018, sa peine de 35 ans a été réduite de 2 ans après qu'il ait contribué à l'identification et à l'arrestation d'un autre criminel qui habitait au Danemark. Et après avoir appris sa réduction de peine, le père d'une des victimes de McCool s'exprima auprès d'un journaliste de la chaîne ABC en Australie. Il a dit « Je ne comprends pas qu'il obtienne une réduction de peine parce qu'il n'a aucun remords du tout. Il n'a même pas dit merci. Il était assis là avec un sourire hautain pendant tout le temps de l'audience. Et je pense que les personnes comme McCool ou toutes celles qui font du mal aux enfants devraient prendre du recul et essayer de penser aux enfants et arrêter de penser à eux-mêmes. Ces enfants vivent avec une douleur à vie pendant que leurs agresseurs ont 3 repas par jour et un toit au-dessus de leur tête quand ils sont en prison. C'est vrai que généralement, les policiers qui aident la police à capturer leurs complices criminels sont grandement récompensés pour leur effort, et le juge aurait pu accorder à Shannon une remise beaucoup plus importante sur sa peine. C'est ainsi que la plupart des gens se sont rassurés en se disant qu'il aurait peut-être pu bénéficier de 5 ans, voire 8 ans de réduction. Néanmoins, là, il n'a reçu que 2 ans de réduction de peine, et le juge a justifié cela en disant « Sa coopération n'était pas complète. Il nous a aidés dans une affaire sérieuse dans cette juridiction, mais son attitude nous montre bien qu'il y a des choses qu'il garde encore en lui. Il a encore des secrets. Il ne présente aucun remords, et cela est décevant. » Peut-être que dans cette histoire, le juge a raison.
Shannon prétend désormais se repentir de ses actions, mais peut-être garde-t-il encore des secrets? Et puis, même s'il insiste pour coopérer avec les autorités, on comprend que cela n'est que pour se protéger lui-même. Et on comprend surtout que ses intentions ne sont pas nobles, car si vous lisez les derniers messages qu'il a publiés sur son compte, dans ceux-ci on trouve un commentaire par le fameux Surf disant « Maltraiter les enfants devrait être acceptable ». J'ai été plusieurs fois sur le Deep Web dans ma vie, mais la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée s'est déroulée il y a environ 1 an. Une nuit, je m'ennuyais et je me suis retrouvée dans une salle de discussion sur le Deep Web où un utilisateur m'a envoyé un lien vers un jeu. Il prétendait que c'était une sorte de jeu de décryptage et j'avais déjà entendu parler de ce genre de choses par le passé et je voulais savoir à quoi ça ressemblait. Quand j'ai reçu le lien, j'ai cliqué dessus et cela m'a dirigé vers un écran entièrement noir avec des lettres vertes disant « Commencer ». J'ai cliqué pour lancer le jeu, mais rien ne s'est passé pendant un certain temps. Il y avait simplement du texte à l'écran qui disait « Attends ». Après quelques minutes, le jeu s'est finalement lancé. Les choses ont commencé relativement normalement, il y avait quelques codes relativement faciles à déchiffrer, mais soudainement, le jeu semblait s'arrêter. L'écran est devenu tout noir, c'était un peu étrange, mais j'ai continué à jouer. À ce moment-là, j'ai éteint mon ordinateur et je suis partie faire autre chose. 2 jours se sont passés et puis j'ai reçu une lettre que je n'attendais pas. Elle a été livrée directement chez moi. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé dedans une feuille de papier blanc pliée, mais lorsque je l'ai dépliée, elle révélait une adresse du Deep Web. Par curiosité, j'ai décidé de m'y rendre, alors j'ai ouvert mon navigateur et j'ai tapé l'adresse. J'ai réalisé que c'était une suite du jeu auquel j'avais joué la veille. Il y avait un bouton à cliquer et une vidéo s'est mise en route. Quand j'ai vu ce dont il s'agissait, j'ai immédiatement paniqué. C'était en fait une vidéosurveillance et plus je la regardais, plus je pouvais reconnaître que c'était un Walmart. Et au bout de 5 secondes environ, la qualité de la vidéo s'est améliorée et j'ai réalisé que la personne qu'on suivait sur la vidéo, c'était moi. J'avais été au magasin la veille et la vidéo me suivait à travers le magasin, à travers les rayons. Elle m'a même montré passant à la caisse et en train de partir de Walmart. Ensuite, la caméra de sécurité est passée à une autre caméra, celle d'une station-service, l'endroit où j'avais été juste après ma course, et elle me montrait en train de faire le plein dans mon véhicule, et puis la vidéo s'est arrêtée. Après cela, la page web est devenue entièrement noire, et du texte est apparu à l'écran où il était indiqué « Niveau 2, commencer ». Je ne voulais plus du tout jouer, alors j'ai rapidement fermé mon navigateur car j'étais vraiment flippée. Bien sûr, je connaissais les dangers du Deep Web, mais cet épisode m'a réellement perturbée. J'ai décidé de m'éloigner du Deep Web pendant un certain temps et de ne plus jamais y retourner. Parfois, quand je repense à cet événement, je me demande « Mais qu'est-ce que le niveau 2 allait être ?» Cette histoire se déroule il y a quelques années lorsque j'étais au lycée. J'avais environ 15 ans à l'époque et j'étais à la maison avec mon frère aîné qui était en terminale. C'était une nuit pluvieuse et nos parents étaient absents. On était posés à la maison, on s'ennuyait et on avait toujours été curieux du Deep Web avec mon frère. Alors ce jour-là, nous avons décidé de nous y aventurer et d'essayer ensemble d'y aller. Mon frère prétendait savoir comment y accéder, alors nous avons utilisé un vieil ordinateur dans le sous-sol car nous avions quand même peur de nous faire pirater ou quelque chose du genre. Malgré cela, nous étions quand même curieux d'essayer. Donc mon frère a réussi à allumer l'ordinateur, à accéder au Deep Web et nous nous sommes mis à explorer différents sites jusqu'à tomber dans une salle de discussion. Nous avons discuté un peu avec d'autres personnes, mais à peine 5 minutes après notre arrivée, un utilisateur nous a envoyé un lien sans contexte. J'ai averti de mon frère de ne pas cliquer dessus, mais il a rigolé et il l'a quand même fait. Il a vite regretté d'avoir fait cela, car à peine 2 secondes après, l'ordinateur s'est bloqué, puis l'écran est devenu tout noir. Soudain, la pièce aussi s'est obscurcie, car l'ordinateur s'est éteint, et comme nous voulions nous mettre dans l'ambiance, nous avions éteint les lumières du sous-sol. Je ne pouvais entendre que la pluie tomber dehors, on ne voyait plus rien. On s'est dit que le lien avait fait planter l'ordinateur, ou peut-être même qu'il l'avait cassé.
On pensait que c'était une sorte de blague de l'utilisateur qui voulait juste nous faire peur. Mon frère a quand même essayé de relancer la tour, il a essayé d'appuyer sur plusieurs... Quand j'étais un peu plus jeune, je venais d'emménager dans mon propre appartement pour la première fois, et c'est aussi à cette époque que j'ai exploré le Deep Web pour la première fois. J'en avais entendu parler plusieurs fois quand j'étais ado, et je suppose que ma curiosité a finalement eu le dessus sur moi ce soir-là. Lorsque j'ai accédé au Deep Web avec le navigateur spécial, j'ai cherché des jeux car je voulais connaître le genre de jeu qui se trouvait sur le Deep Web, et j'ai toujours été un peu joueur, donc ça m'intéressait. J'ai exploré plusieurs sites, j'ai découvert qu'il y avait des jeux du type assez normaux, et puis il y en avait quelques-uns assez étranges. Au cours de la semaine suivante environ, j'ai exploré le Deep Web et j'ai joué encore une fois à quelques jeux. Puis un jour, je suis tombée sur un jeu au look vraiment étrange qui m'avait été envoyé dans l'un des forums de jeux que je fréquentais. J'ai cliqué sur le lien et j'ai vu que les graphismes étaient plutôt rudimentaires et ils ressemblaient aux graphismes des jeux vidéo du début des années 90. J'ai décidé de jouer au jeu, mais quand il a démarré, j'étais un personnage dans une maison que j'ai reconnue. J'ai marché dans la maison et là, je me suis dit que ça ressemblait exactement à mon nouvel appartement. Évidemment, les graphismes n'étaient pas les meilleurs, mais ça me sidérait de voir à quel point tout était précis. Des choses comme la table, les chaises, l'emplacement de ma télévision ou de mon canapé étaient vraiment comme dans mon appartement. Je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise à mesure que je me promenais dans la maison dans ce jeu et je ne savais pas comment il était possible pour quelqu'un de connaître toutes ces informations sur ma maison. Et puis, de nulle part, dans le jeu, j'ai vu un autre personnage. C'était un autre utilisateur qui était arrivé. Il était vêtu de noir et il portait un masque de ski. Il était présent avec moi dans la maison. Tout ça se passait encore une fois dans le jeu, mais j'ai commencé à m'enfuir en faisant courir mon personnage, et puis ça a commencé à bugger jusqu'à ce que le jeu finisse par se bloquer et à planter. Je n'ai pas cherché à le rallumer, cette expérience m'a suffi pour ne pas retourner sur le Deep Web, j'ai fini par supprimer le navigateur que j'avais utilisé pour y accéder. Cependant, quelques jours plus tard, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une notification provenant de ma caméra de sécurité d'entrée détectant une activité. J'ai cliqué sur la notification et j'ai vu un homme habillé tout en noir avec un masque de ski s'approcher de la porte d'entrée. Il est simplement resté là pendant quelques secondes, il regardait dans la caméra, et il a ensuite fait un signe de la main lentement et il s'est retourné et est parti. J'ai continué à regarder la caméra en direct, mais l'homme n'est pas revenu. Je suis restée éveillée le reste de la nuit ce soir-là, et depuis cet incident, je ne suis jamais retournée sur le Deep Web. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'étais en primaire. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, et Internet tel que nous le connaissons maintenant n'existait pas à l'époque, donc je n'ai pas d'article de presse pour corroborer mon histoire, mais je me souviens très bien de ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où mon ami a failli se faire enlever devant mes yeux. Voici comment ça commence. J'ai toujours eu cette habitude étrange que je continue à avoir jusqu'à ce jour, de marcher sur la pointe des pieds. Quand j'allais à l'école plus jeune, on se moquait souvent de moi à cause de cela, mais même si j'essayais de marcher à plat, je finissais toujours par remarcher sur la pointe des pieds. Ma famille en est venue à croire que j'étais destinée à devenir une ballerine, mais même si j'aime danser, j'étais un garçon manqué à l'époque et je préférais 1000 fois grimper aux arbres plutôt que porter des robes. Pourtant, quand ma mère m'a proposé de m'inscrire à des cours de ballet, j'ai pensé que je devrais peut-être apprendre à aimer les robes, justement. L'instructrice de danse s'appelait Mélanie. Elle était impressionnée par mes compétences, mais elle n'était pas très enchantée par ma taille, ni par la situation économique de ma famille, car c'est vrai, nous étions une famille modeste et ma maman avait même 2 emplois pour qu'on puisse vivre correctement. Avant de commencer les cours, il fallait passer une audition, qui coûtait très cher d'ailleurs, et à la fin, on m'a dit que je n'étais pas acceptée car j'étais trop grande et trop maladroite. Ce n'était pas la manière la plus agréable de renforcer la confiance d'une petite fille de 12 ans, mais alors que je m'apprêtais à partir, totalement dépitée, j'ai entendu Mélanie dire qu'elle ne voulait pas enseigner aux enfants pauvres. Je me suis arrêtée net, je lui ai demandé « Excusez-moi ?» et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle n'enseignait pas à la racaille comme moi. Mon visage est devenu si rouge que mes oreilles aussi sont devenues rouges.
À ce moment-là, j'ai décidé que je lui donnerais une bonne leçon avant de pouvoir réagir, mais j'ai senti une main sur mon épaule, suivie par la voix d'un homme. « Tu sais, je vois une battante en toi. T'as déjà essayé le karaté ?» Cet homme, c'était Monsieur Diaz, un instructeur de karaté bien connu et respecté dans notre comté. Il a vu comme j'étais sur le point d'exploser suite à la remarque déplacée, et il m'a proposé d'essayer son cours, et il m'a même dit qu'il m'accepterait sans frais. Il a ajouté qu'il voyait un grand potentiel en moi, et d'ailleurs je lui dois beaucoup pour m'avoir dit ça. Lorsque j'ai commencé les entraînements, il a remarqué ma démarche sur la pointe des pieds, mais lui, au lieu de se moquer de moi, il m'a montré comment en faire une force et faire en sorte que mes jambes restent musclées. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, elles le sont. Et c'est vrai que je peux donner des coups de pied plus forts que la plupart des gens, grâce à lui notamment. C'était à cette époque que notre petite ville sur la côte de Caroline du Nord était terrorisée par un homme qui enlevait les jeunes filles. Il les emmenait, abusait d'elles, les ligotait, leur bandait les yeux avant de les déposer au milieu de la nuit dans une autre ville. Il était totalement malade. C'est vrai qu'il n'avait tué aucune de ses victimes, mais la violence de ses actes augmentait à chacune des victimes. Au vu de ce fait divers, Monsieur Diaz a modifié ses cours de karaté pendant une semaine et il nous a appris à nous défendre en visant notamment les yeux, le nez et le visage de l'agresseur. Et il nous a dit que si nous étions attaqués, nous devrions essayer de griffer et de gratter le visage et les yeux de l'agresseur. Cela aurait non seulement la chance de les aveugler, mais cela rendrait également facile à les identifier par la suite, car ils auraient des marques. Plus important encore, il a souligné un aspect psychologique important que je vous conseille de retenir aussi. Il nous a expliqué que si on se faisait agresser, il ne fallait absolument pas crier ce que la personne était en train de nous faire, parce que malheureusement, personne n'a envie d'y assister ou de s'imaginer une image mentale de ce que ça pourrait être, et il nous a conseillé de crier plutôt au feu ou alors j'ai perdu un bras. Alors dit comme ça paraît ridicule, mais cela fonctionne vraiment. Les gens vont avoir envie de voir où est-ce que l'incendie a eu lieu, et puis si quelqu'un a perdu son bras, c'est pareil, ça va intriguer les gens et ils vont venir pour vous aider. Maintenant, revenons à mon histoire de base. C'était en 1990, j'étais en primaire et c'était le printemps. À l'époque, j'étais avec ma meilleure amie, que nous appellerons Jenny, et Jenny et moi avons décidé de faire une petite promenade dans le quartier. C'était un endroit avec 2 entrées principales, cela formait un cercle avec 2 rues parallèles au milieu. Les maisons étaient alignées le long de chaque route et il y avait environ 2-3 mètres de distance entre l'une et l'autre, et certaines étaient d'ailleurs encore plus proches. C'était très facile d'entrer chez quelqu'un et de ressortir par l'autre maison d'en face et de n'être vu par personne. Même si vous faisiez attention aux véhicules qui passaient, c'était assez facile de se faufiler dans le quartier car il était assez étroit. C'était aussi à l'époque où nous restions dehors si les lampadaires étaient encore éteints, car la règle était simple, si les lampadaires s'allument, c'est qu'il faut rentrer car la nuit tombe. Jenny et moi étions sur la route principale, nous nous dirigeons vers l'arrière du quartier et nous étions simplement 2 jeunes filles qui parlaient de tout et de rien, de garçons, de l'école, de nos amis. Et on parlait aussi de cet homme qui terrorisait notre quartier. Une fille que nous connaissions, Kelly, avait été la dernière victime. Elle était passée d'une fille très sociable à une habituée de l'asile psychiatrique. Elle avait même tenté de mettre fin à sa vie à un moment donné. Et alors que nous parlions de cette histoire, je me souviens m'être retournée et avoir vu une voiture inconnue s'approcher lentement de nous. Les poils de ma nuque se sont redressés. La voiture était une Pontiac d'une couleur bordeaux ou rouge foncé. Elle était délavée et le conducteur me rappelait Jeffrey Dahmer. Il portait littéralement des lunettes épaisses comme Jeffrey Dahmer. Il avait des cheveux blonds bouclés et un sourire qui m'a fait frissonner. Et sa fenêtre était déjà baissée et il s'est arrêté à côté de nous. C'est là qu'il a dit « Salut les filles, j'essaie de payer ma facture d'électricité, mais je ne trouve pas le bureau. Vous pouvez me dire comment y aller ?» Coïncidence, la seule compagnie électrique de notre ville était à quelques mètres de notre quartier et c'est vrai qu'il était dans le bon coin pour aller au bureau de cette compagnie. D'ailleurs, j'aurais pu lui montrer et lui dire d'aller tout droit pour arriver directement au bureau, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. L'homme a ajouté qu'il devait s'y rendre au plus vite pour éviter que son électricité ne coupe, donc il devait payer sa facture rapidement.
Mais en suivant mon instinct, je lui ai dit « Vous n'y êtes pas déjà allé pour le faire activer ? C'est au même endroit, retournez-y !» C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait une carte ouverte à côté de lui sur le siège passager et il a expliqué que sa mère avait activé l'électricité à sa place et que lui était de nouveau dans la région après avoir été déployé par l'armée ici. Mais quelque chose m'a semblé étrange. Ses cheveux étaient un peu trop longs pour un militaire et il n'avait pas la vignette pour entrer sur la base militaire. Il y avait 2 bases militaires près de chez nous, Camp Lejeune et Cherry Point, et mes 2 grands-pères ont servi dans l'armée, donc je savais qu'il fallait absolument cette étiquette sur les véhicules. L'homme m'a proposé « Pouvez-vous juste me montrer ici sur la carte ?» Et en disant ça, il a fait signe à mon ami de s'approcher de sa voiture. Jenny ne semblait pas comprendre que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que personne d'autre n'était dehors. J'ai à peine eu le temps de me retourner que j'ai vu que Jenny se dirigeait vers l'homme de la voiture et j'avais dans ma tête la petite voix de mon instructeur de karaté qui disait « Fais quelque chose, tu dois sauver Jenny, sinon l'homme va l'emporter. » Et je me souviens de ça comme si c'était hier, alors que Jenny se dirigeait vers l'homme, lui avait une expression de pur démon qui s'était formée sur son visage. Imaginez voir un être humain se transformer en une créature démoniaque. C'est vraiment la meilleure façon dont je peux le décrire. Il a dit quelque chose comme « Merci ma jolie, montre-moi comment on y va en montant dans ma voiture. » Il s'est retourné pour me regarder dans les yeux et il m'a fait un sourire attentionné mais de psychopathe. C'est là que j'ai attrapé le bras de Jenny et je lui ai dit « Attends, n'y va pas !» Mais c'était trop tard. Jenny a crié car l'homme venait de lui attraper le bras. Son cri a résonné à travers tout le quartier. J'ai levé les yeux et l'homme avait un grand sourire et il attrapait mon ami par le bras très très fort. La voiture a commencé à avancer et Jenny essayait de se débattre pour qu'il la lâche et moi j'ai crié tout en entourant le corps de mon ami en l'attrapant pour essayer de la faire tomber. Je savais que ça allait nous faire mal, surtout que la voiture avançait de plus en plus vite, mais il fallait que je le fasse sinon elle allait se faire prendre par cet inconnu. J'ai tiré Jenny en sécurité et la voiture s'est éloignée. L'une des personnes qui nous a entendu crier était la mère de mon ami Brandon. Elle est sortie en courant et elle a pris en note la plaque d'immatriculation de cet homme. On a très vite compris que l'homme qu'on venait de voir était celui qui terrorisait les jeunes filles dans notre quartier, celui qui les prenait et les torturait. Je me souviens pas exactement de son nom. Ma mère avait fait tout son possible pour me protéger de cet incident. D'ailleurs, elle est devenue hyper protectrice à la suite de cet accident. Mais maintenant que moi aussi je suis mère, je comprends mieux pourquoi elle me surprotégeait. Elle était fière de moi d'avoir protégé mon amie et d'avoir tout fait pour la sauver. Et Jenny aussi était très reconnaissante de l'avoir attrapée et de l'avoir sauvée ce jour-là. Et je suis heureuse de dire qu'elle va toujours bien aujourd'hui, contrairement à Kelly qui, elle, nous sert d'exemple de ce qu'elle aurait pu devenir si je n'avais pas été là ce jour-là. C'est vrai que Kelly a une vie difficile et désormais elle ne parle à plus personne. Je repense souvent à ce jour où j'ai fait l'audition pour devenir danseuse, où j'ai été méprisée par quelqu'un qui pensait que je ne valais moins que rien car j'étais pauvre. Mais finalement, contre toute attente, mon professeur de karaté, Monsieur Jazz, a vu du potentiel en moi. Il a vu dans la grande fille maladroite qui marchait sur la pointe des pieds une force et il a été la voix encourageante dans ma tête ce jour-là qui a fait que j'ai sauvé mon amie Jenny. Cette histoire s'est passée quand je n'avais que 7 ans. À l'époque, mes parents me déposaient toujours chez ma grand-mère les week-ends et j'attendais avec impatience ces moments passés avec elle. Nous faisions souvent des promenades dans le quartier et discutions avec les voisins qu'elle connaissait bien. Et ma grand-mère était une personne très religieuse, alors nous allions à l'église avec différentes personnes du quartier. C'est une communauté chaleureuse qui organisait souvent des ventes de garage, c'est des genres de brocantes, et il y en avait souvent l'été. Un week-end, mes parents ont décidé de nous emmener à l'une de ces ventes de garage et j'étais très excitée car nous aimions simplement regarder autour de nous et voir les petites pépites qu'on trouvait aux brocantes. Et finalement, on est arrivé à un moment devant une maison avec des boîtes de jouets alignées tout le long de l'allée. Autant vous dire que je n'avais que 7 ans à l'époque, donc quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie.
Je fouillais dans tous les cartons à la recherche d'un trésor. Ma grand-mère et mes parents, eux, regardaient de la vaisselle et des meubles sur un autre stand. Et c'est vrai que la vente se déroulait dans une maison que nous n'avions jamais visitée auparavant et nous ne savions pas qui y habitait. Finalement, je l'ai vite découvert car un homme plus âgé, d'environ 60 ans, s'est approché de moi avec un sourire alors que je fouillais les boîtes. Il m'a dit « Oh, quelle jolie jeune fille! Tu aimes les jouets ?» Bien sûr, j'ai répondu avec enthousiasme que oui, sans penser quoi que ce soit, et j'allais demander à ma mère si je pouvais acheter un petit cheval que j'avais trouvé dans son carton, mais avant que je ne puisse partir, il m'a dit qu'il me le donnerait gratuitement. Il me l'a donné avec un sourire, puis il a commencé à prendre d'autres jouets dans les différentes boîtes et il me les a donnés en disant que je pouvais prendre tout ce que je voulais. Il m'a dit qu'il y avait encore plus de jouets à l'intérieur de sa maison et il m'a proposé de rentrer chez lui pour les voir. Avant même que je m'en rende compte, j'étais toute excitée à l'idée de découvrir d'autres jouets et j'étais en train de le suivre pour rentrer chez lui. Ma mère est alors arrivée derrière moi, elle m'a arraché de lui et elle lui a demandé ce qui se passait. Elle était furieuse, elle me tenait fermement et elle le fixait du regard. Elle a dû sentir quelque chose que je n'avais pas compris et elle est vite intervenue. Mon père et ma grand-mère étaient juste derrière elle, eux aussi furieux. L'homme n'a rien dit, tandis que ma mère et ma grand-mère se mettaient à lui crier dessus. Cela a attiré l'attention des autres personnes présentes et tout le monde était immédiatement suspicieux. Je ne me souviens pas exactement ce qui a été dit car mon père m'a pris dans ses bras. Il m'a amené à la voiture, mais je me souviens que ma grand-mère a appelé la police avant que nous partions. Je ne comprenais pas la gravité de la situation à l'époque, mais j'ai découvert des années plus tard que l'homme fréquentait la même église que ma grand-mère et qu'il avait été arrêté par la police suite à des découvertes de photos et vidéos mettant en scène des enfants sur son ordinateur et il a été envoyé en prison peu de temps après. J'ai aujourd'hui 19 ans et cela me donne toujours des frissons de penser à ce qui aurait pu m'arriver si ma mère n'avait pas vu ce qui m'arrivait, mais heureusement, elle m'a sauvée ce jour-là. Cela s'est passé en 2001 lorsque je travaillais pour une grande enseigne de bricolage. Disons simplement que la société pour laquelle je travaillais avait une affection particulière pour la couleur orange. À l'époque, j'avais déjà passé environ 8 ans dans l'entreprise et ma précédente fonction était dans les ressources humaines en tant qu'assistante des responsables régionaux et responsables magasins. Mais mon poste avait été supprimé, j'ai alors demandé à être transférée au service RTV qui signifie retour au vendeur. La fille qui occupait ce poste avant moi avait donné son préavis 2 semaines avant, donc le timing était parfait. Le travail consistait à travailler avec différents fournisseurs pour obtenir des crédits pour le magasin en raison de marchandises défectueuses. Et notre entreprise avait une politique de retour assez ouverte. Certaines personnes ramenaient des choses étranges comme des unités d'élimination de déchets infestés de larves ou des perceuses électriques qui n'étaient même plus fabriquées ou vendues, des tondeuses qui ne fonctionnaient plus ou qui étaient défectueuses, parfois même des étagères à moitié montées. Il y avait vraiment de tout. Ma cage RTV, comme il l'appelait, c'était en fait mon bureau qui était situé dans le département de réception à l'arrière du magasin. C'était une clôture en treillis métallique de 6 mètres de haut avec une porte battante que je verrouillais lorsque je partais déjeuner ou que je terminais ma journée. Et j'avais mon ordinateur sur un support improvisé où je traitais mes documents et où je faisais signer les clients. Mais on ne pouvait pas voir à l'intérieur de la cage parce qu'il y avait tellement d'emballage autour de moi, c'était impossible de voir ce qui se passait. Un jour, un fournisseur est venu pour des moulures défectueuses. Je me tenais devant mon ordinateur dans ma petite cage. J'étais dos à lui quand il m'a dit « Je vous ferai bien une avance pour toute cette marchandise ». Je l'ai remercié tout en me retournant, mais quand j'ai été face à lui, j'ai été choquée car il y avait un objet en forme phallique de couleur chair et fripée qui pendait hors de sa braguette. Il se tenait là avec les mains sur les hanches. Je savais qu'il ne l'avait pas fait par accident. Sans me retourner, je lui ai remis la feuille de retour à signer et je me suis dit « Mais est-ce que ça vient vraiment de se dérouler ?» Là, l'homme a ajouté « On se retrouve dans quelques semaines. » J'ai pris un moment dans mon bureau pour me ressaisir et me refaire la scène, puis je suis allée au bureau du responsable pour le prévenir de ce qui venait de se dérouler.
J'ai également appelé la direction et leur réponse a été tellement décevante. Ils m'ont dit « Bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous ?» Puis la personne a commencé à rire. Étant donné que cela remonte à 20 ans, je dirais que j'étais dans ma bonne période. J'étais mignonne, je me coiffais et m'apprêtais tous les jours, mais peu importe mon apparence, cela n'aurait jamais dû arriver. Je ne m'attendais pas du tout qu'un client me fasse cela. J'ai même appelé la société pour laquelle cet homme travaillait et eux aussi m'ont donné une réponse décevante. Ils m'ont juste dit qu'ils allaient enquêter, mais j'avais bien compris qu'ils n'allaient pas prendre cette affaire au sérieux. Un collègue s'est approché de moi quelques semaines plus tard et m'a dit que l'homme avait récidivé avec une autre collègue. Avec le recul, je me dis que j'aurais probablement dû les poursuivre en justice pour ça. Ou peut-être aurais-je dû rire et dire « C'est donc ça que tu veux me montrer ? J'ai déjà vu des choses plus grosses chez les autres. » Mais disons qu'avec le recul, on pense toujours à la meilleure répartie, car c'est vrai que sur le moment, je ne savais pas quoi faire ni quoi dire. C'était vraiment la dernière chose à laquelle je m'attendais de la part d'un client. Cela s'est passé fin octobre de l'année dernière à Ottawa, en Ontario. Je visitais mon ancienne ville pour voir mes parents et en général, j'essaie d'être le moins possible chez eux pour tuer l'ennui. Un soir, il était 22h30 et j'ai décidé de sortir pour aller courir autour du quartier et je me suis vraiment forcée car j'avais arrêté de boire et j'essayais désespérément de perdre le ventre que j'avais pris pendant le confinement. J'ai couru essentiellement un grand circuit autour du quartier, passant par 3 parcs, et le 3e parc que je devais traverser n'avait pas d'éclairage public. Il n'y avait qu'un lampadaire au milieu, mais sinon il était totalement sombre. Il faut dire qu'Ottawa a cette particularité d'éteindre les lumières aléatoirement pour économiser de l'argent et de l'électricité dans la ville, ce qui ne m'avait pas aidé ce soir-là. La route menant à ce parc est bien éclairée, surtout que c'est un quartier calme et paisible, mais le parc en lui-même est sombre. Il faut aussi que je vous dise qu'il y a eu quelques incidents louches qui se sont produits dans notre quartier. Il y a eu notamment la plus grande saisie de drogue de notre ville qui a été faite à seulement 6 minutes à pied de chez mes parents. Donc cela impliquait des personnes armées, illégalement. Donc c'est vrai qu'il y avait eu quelques agressions, du racket. Mais tout était toujours résolu rapidement par la police en peu de temps et Ottawa n'était pas une ville dangereuse. Je dirais même que là-bas c'est très calme et les incidents ne sont que ponctuels. Alors j'ai toujours été rassurée d'aller là-bas, c'est pour ça que je suis sortie courir. Au milieu de l'obscurité, j'ai pénétré dans le parc et j'ai traversé la première partie. Il y avait une structure de jeu destinée aux enfants. C'était essentiellement une petite maison en bois à côté d'un ressort rebondissant. Et ça m'a mené à une plus grande partie du parc avec un terrain de basket. Il y avait une aire de jeu plus grande avec un dinosaure vert en plastique dans un bac à sable. Et je suis finalement arrivée à côté de mon ancienne école primaire. Ma maison ne se trouvait qu'à quelques mètres. J'étais presque arrivée au bout de ma course, traversant ce parc sombre et un peu effrayant, quand soudain j'ai vu au loin une lumière dans l'obscurité. Il faut que je vous dise que ces derniers temps, j'avais pris l'habitude de m'endormir en écoutant des histoires effrayantes et aussi de regarder des films d'horreur. Donc en voyant cette lumière, j'ai tout de suite imaginé le pire, surtout qu'un bruit étrange s'est fait entendre. Alors que je m'approchais de plus en plus de cette lumière et de ce bruit, j'ai remarqué que c'était un homme qui tenait une lampe. Il était devant un bac à sable avec un râteau et il creusait dans le sable. Je me suis tout de suite dit que c'était très étrange. Pourquoi ce mec était en train de ratisser le bac à sable à presque 23 heures et pourquoi il avait une lampe poche comme ça? Et alors que je m'approchais davantage, j'ai remarqué que ce n'était pas simplement un homme qui tenait un râteau pointu, mais c'était un homme qui portait un survêtement noir avec la capuche relevée et un masque blanc d'hôpital. Il se tenait sous la structure de jeu. Il utilisait le manche du râteau pour faire avancer et reculer un cheval rose à roulettes dans le bac à sable. Il a entendu le bruit de mes pas et sa tête s'est relevée en ma direction. Il est rapidement sorti de sous sa structure de jeu et il a pointé la lumière vers moi, comme si je venais de le déranger. Je me suis dit, c'est vraiment étrange, mais dans le doute, je ne vais pas l'énerver et je vais juste lui faire un petit signe, un petit sourire gêné. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais j'ai de l'asthme et donc à ce moment de la course, j'étais sur la fin. Eh bien, mes quadriceps et mes poumons étaient à bout à cause de tout ce que je venais de courir et j'ai quand même essayé d'accélérer une dernière fois le pas parce que je commençais sérieusement à m'inquiéter avec cet homme. Sauf que là,
En un instant, il a éteint sa lumière et je ne pouvais plus rien voir. J'ai continué à courir normalement, mais j'ai réalisé que l'homme était en fait en train de me charger avec le râteau. C'est fou ce que la peur et l'adrénaline peuvent vous faire car je suis passée de 0 force à 100 en un instant, courant plus vite que je ne le ferais normalement et tout mon corps brûlait, mes poumons, je n'en pouvais plus. Mais j'ai réussi à atteindre le chemin bien éclairé et arriver chez moi. Je n'ai pas osé me retourner pour regarder en arrière, voir si l'homme était toujours là. Mais une fois arrivé chez moi, j'étais en sueur et j'ai préféré me cacher pour ne pas raconter cette histoire à mes parents, pour ne pas les inquiéter. Puis finalement, je me suis dit que je devais la raconter pour peut-être prévenir les forces de l'ordre, même si personnellement, appeler la police ne m'a même pas traversé l'esprit. C'est que plus tard que j'ai compris que l'homme que j'avais vu était en fait un sans-abri. Une amie à moi qui habitait toujours Ottawa m'a informé que mon ancienne école primaire était devenue un refuge pour les sans-abri la nuit. En fait, ils installent des lits dans le gymnase et les expulsent à 6h du matin. Elle m'a dit que ça devait sûrement être un sans-abri dérangé, qui était peut-être atteint de troubles mentaux, qui s'ennuyait et qui ne pouvait pas dormir. Mais moi, je me suis toujours dit, et si c'était un homme dangereux qui attendait juste qu'un inconnu passe pour lui faire du mal ? Est-ce qu'il aurait pu faire peur aux gens pour le plaisir ou est-ce qu'il était vraiment dangereux ? Je suppose que je ne le saurai jamais. Mon histoire s'est déroulée juste hier au camion et il s'est échappé. J'ai couru dehors vers l'agent de police et à ce moment, ma mère est arrivée en même temps. J'ai expliqué ce qui se passait, mais heureusement, ma mère avait noté le numéro de plaque d'immatriculation de cet homme et la police a également pris le numéro de plaque ainsi que sa description et ils m'ont rassurée en me disant qu'ils resteraient vigilants. Je sais que cela peut sembler être une histoire banale, pas si effrayante que cela, mais quand vous êtes seul et qu'un homme regarde à travers vos fenêtres et ne quitte pas votre maison, vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver. C'est vraiment terrifiant. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière parce que j'avais tellement peur qu'il revienne pour essayer de finir ce qu'il avait commencé. J'espère vraiment que la police m'appellera pour me tenir au courant, pour savoir qui était cet homme. En tout cas, j'espère qu'il ne reviendra plus jamais. J'ai toujours voulu, c'était vivre dans une grande ville. Venant d'une petite province en campagne, les grandes villes et leurs lumières vives étaient toujours attirantes pour moi. J'ai finalement réalisé mon vœu en déménageant en ville. J'adorais tout au début. La vie nocturne, l'agitation, les gens. J'avais l'impression que cette ville était faite pour moi. J'ai trouvé un appartement au 20e étage d'un immeuble et la vue était incroyable. Je pouvais voir une marée de lumière chaque nuit, c'était bluffant. C'était comme si la ville prenait vie chaque soir. Ce que j'aimais en plus dans cet appartement, c'était que j'étais au dernier étage de l'immeuble. Personne au-dessus ne pouvait me distraire, mais les voisins d'en dessous, eux, c'était une autre histoire. Un soir, après le travail, tard dans la nuit, je rentrais chez moi pour un repos bien mérité. Pendant que je me changeais en vêtements plus confortables, j'ai entendu des cris venant de chez mes voisins du bas. J'ai éteint la télé et j'ai écouté ce qui se passait. Il y avait indéniablement des cris provenant d'en bas et je pouvais les localiser, ça venait de chez mes voisins. Au début, c'était des cris étouffés. J'entendais le ton et l'intonation des voix, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, ce qu'ils étaient en train de se dire. Je continuais à me préparer, et puis j'ai entendu que les voix devenaient de plus en plus fortes. L'appartement avait un petit balcon grillagé, alors je suis sortie là-bas et j'ai pu les entendre plus clairement. C'était comme s'il y avait eu un accident grave et je ne pouvais pas ignorer ce que j'entendais. C'était assez inconfortable à écouter, mais je voulais quand même savoir ce qui se passait. Aussi horrible que ça puisse paraître, il était clair que c'était un homme et une femme qui étaient en train de se disputer, et l'homme était en train de devenir fou. J'entendais des choses comme « Tu me crois pas capable de le faire, tu crois pas que je puisse le faire, j'aimerais bien voir si tu peux voler. » Clairement, l'homme voulait balancer la femme par la fenêtre. Ma première pensée a été de me demander s'il allait vraiment le faire, s'il allait vraiment jeter sa copine par la fenêtre ou quelque chose comme ça. Puis j'ai entendu la femme devenir encore plus bruyante et elle a dit « Tu n'as pas idée de ce que je peux faire et de qui je connais. » Les versions de cette dispute ont continué pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que j'entends un gros crash
C'était si fort que ça a vibré sur tout mon balcon et il y a eu quelques secondes de silence et juste au moment où je m'attendais au pire, j'ai entendu une troisième voix. Cette fois-ci, c'était la voix d'un homme et il a crié « Mais regarde ce que t'as fait !» Puis la femme a continué de crier, donc je me suis dit que ce n'était pas elle qui était tombée, c'était sûrement l'autre homme. J'ai paniqué quelques instants, puis ensuite j'ai entendu la troisième voix. Donc l'homme allait bien, il s'était remis à crier lui aussi. J'ai eu un bref soulagement, puis je me suis dit qu'il fallait que je parte et que j'arrête d'écouter ce qui se passait en bas. Et j'ai réfléchi à un moment à ce que je devais faire. Clairement, j'aurais dû appeler la police, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai pris une décision que j'allais bientôt regretter. J'ai attrapé un balai et j'ai frappé sur le sol de mon salon. C'était ma tentative pour faire entendre aux voisins que je les entendais se disputer et aussi pour qu'ils se calment. Maintenant, après avoir fait ça, j'ai tendu l'oreille et je n'ai plus entendu de cris. Je suis retournée sur le balcon pour voir si je pouvais entendre quelque chose de là-bas, mais c'était encore calme. Pendant un moment, je me suis dit que j'avais réussi à les calmer, mais mon Dieu, comme j'avais tort. À peine quelques secondes après, j'ai entendu les trois qui me criaient dessus. Maintenant, c'était à moi qu'ils en voulaient. J'ai d'abord entendu un homme dire « Sérieux, t'as un problème ? Pourquoi tu as tapé chez nous ?» Je suis restée silencieux et là, j'ai entendu la femme dire « Mais occupe-toi de tes affaires, ça te concerne pas. » J'étais plutôt embarrassée. Je suis restée tranquillement à l'intérieur et je voulais juste que ces bruits s'arrêtent. Je pouvais entendre encore des cris étouffés, mais je ne pouvais pas savoir s'ils criaient sur moi ou s'ils se disputaient encore entre eux. Je peux même pas commencer à expliquer à quel point il est inconfortable de s'asseoir chez soi tranquillement et d'entendre ce genre de cris. C'est des cris que je considérais presque comme de la violence. Puis soudain, tout s'est arrêté. C'était enfin assez calme pendant près de 20 minutes. J'ai éteint ma télé et je suis allée me coucher. Et juste au moment où je m'endormais, j'ai entendu un coup sur la porte. Je pensais que je rêvais, mais je me suis lentement levée de mon lit et je me suis dirigée vers la porte. J'ai entendu un coup de nouveau et c'était clairement pas un rêve. C'était pas mon imagination. Quelqu'un tapait à ma porte. J'ai demandé qui c'était et la seule réponse que j'ai eue, c'était une autre série de coups à ma porte. Les appartements dans lesquels je vivais avaient tous de petites caméras sur le côté de la porte, donc j'ai pu afficher ma caméra. Et là, j'ai vu 2 gars et une fille, et tout de suite j'ai réalisé que c'était mes voisins d'en dessous. Je n'ai pas ouvert la porte, bien sûr, mais les coups ont continué. La femme frappait à la porte et les 2 hommes restaient derrière elle, les mains dans les poches. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils prévoyaient de faire à 3h30 du matin chez moi, mais j'ai continué à les ignorer. Les coups à ma porte ont continué. Finalement, l'un des hommes s'est même approché de ma porte et a frappé violemment en me demandant d'ouvrir. Dieu merci, j'ai appelé la police cette fois. Je suis allée dans ma chambre, je me suis enfermée dedans et j'ai appelé les urgences pour leur demander d'envoyer quelqu'un. Pendant tout le temps que j'ai attendu, les hommes continuaient de frapper à ma porte et ils continuaient de chuchoter que je devais leur ouvrir la porte, que c'était important, que je devais leur faire confiance. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Je suis restée en ligne avec les urgences jusqu'à temps que la police arrive. Et d'ailleurs, ils sont même arrivés jusqu'à devant ma porte et ont trouvé les 3 inconnus devant chez moi. L'un des agents les a escortés au loin, mais je ne suis pas sûre de ce qui leur est arrivé ou si même ils ont été amenés au poste de police. J'ai parlé avec l'un des policiers qui m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire d'autre que de les éloigner de chez moi, mais je ne pense pas qu'ils habitaient en dessous de chez moi. Il faut dire que je n'ai jamais eu de nouvelles de la police par rapport à ces individus et je n'ai jamais eu de problème avec ces 3-là non plus. J'ai pris des précautions supplémentaires après cela, j'ai installé des verrous en plus sur ma porte et je n'ai plus jamais entendu parler de cet appartement en dessous de moi après ça. Même si je venais de déménager en ville peu de temps avant, j'en avais assez de cette ville et après cette expérience, une fois mon bail terminé, je suis retournée à la campagne et il faut dire que le calme de là-bas m'avait bien manqué. Ma copine et moi nous étions installés dans notre nouvel appartement il n'y a pas si longtemps et nous adorions l'endroit.
C'était notre premier chez nous ensemble, donc pour cette raison, c'était très spécial pour nous. J'ai déjà vécu dans des appartements avant et ils étaient plutôt passables, mais cette fois, on avait décidé de prendre un appartement vraiment bien. Et celui qu'on avait était vraiment génial. La résidence de l'appartement avait été récemment rénovée et tout était flambant neuf. C'était un petit endroit idéal pour commencer ce nouveau chapitre ensemble. Et maintenant, quand j'y pense, je sais que cela peut sembler ridicule, mais pour moi, l'une des meilleures parties de notre résidence, c'était non pas l'appartement, mais ce qu'il y avait derrière les appartements. C'était un petit sentier qui menait à un restaurant local pour le petit déjeuner. Et quiconque me connaît sait que je peux dévorer du bacon et des œufs tous les jours de la semaine. J'ai parlé du petit sentier à ma copine et je lui ai dit que le dimanche, quand elle était libre du travail, nous devrions faire une petite promenade en empruntant ce sentier et en nous rendant vers le restaurant. Le dimanche est arrivé et nous nous sommes dirigés vers le sentier. Et il est important de noter que le sentier lui-même mesure peut-être 30 mètres de long, donc ce n'est pas très long. C'est littéralement un court chemin en terre entouré d'une immense forêt d'arbres. Et en marchant vers le restaurant, nous avons remarqué un sac de vêtements juste au milieu du sentier en terre. Nous avons juste regardé et continué de marcher. C'était assez étrange, mais c'était l'heure du petit déjeuner. Je m'inquiétais pas vraiment pour ce sac de vêtements que quelqu'un avait sûrement dû laisser tomber ou oublier. Je pensais que quelqu'un allait venir le récupérer. Après notre délicieux petit déjeuner, nous sommes retournés et nous avons repris le sentier pour rentrer chez nous et nous avons remarqué que le sac avait disparu. J'ai dit à ma copine, tu vois, je te l'avais dit, quelqu'un l'a juste oublié. Elle a acquiescé, même si elle trouvait bizarre d'avoir fait tomber un sac, mais on n'a pas prêté plus attention à ça et on a continué notre journée. En semaine, je travaillais depuis chez moi, alors il m'arrivait parfois d'aller au restaurant le matin. Le lendemain, en me rendant au restaurant, j'ai remarqué que le sac était de nouveau là, mais cette fois-ci, il était sur le côté du sentier au lieu d'être au milieu comme la première fois. Je me suis dit que hier j'avais dû le manquer, que quelqu'un l'avait probablement déplacé. C'est pourquoi nous ne l'avions pas vu avec ma copine quand on rentrait. Et puis, quand je suis rentrée chez moi après le restaurant, j'ai vu quelqu'un fouiller dans le sac. J'ai marché prudemment parce que cet homme avait un air étrange. Et quand je suis passée à proximité, l'homme s'est retourné et m'a regardé avec un regard fou. J'ai continué de marcher pour ne pas le provoquer et je lui ai juste dit un bonjour amical et l'homme n'a rien dit. Alors que je réfléchissais à ce qui venait de se passer, il y a une femme qui est sortie d'entre les arbres épais. Elle était toute frêle, toute petite, ses jambes ressemblaient vraiment à des brindilles et elle avait perdu la plupart de ses dents. J'ai instinctivement reculé car c'était très flippant comme situation et d'une voix basse et rauque, presque comme si elle avait fumé 8 cigarettes avant de parler, elle m'a dit « Continue de marcher et ne reste pas là ». Je n'ai pas interagi plus que ça avec ces deux-là, j'ai continué à marcher en secouant la tête. Je ne voulais pas raconter ça à ma copine quand je suis rentrée parce que je pensais qu'elle ne voudrait plus jamais aller au restaurant en passant par ce petit sentier. J'étais sûre que cet événement n'était qu'un petit incident, que ces deux-là étaient des individus étranges et qu'on n'allait plus jamais les revoir. Tout de même, de peur de les recroiser, je ne suis pas allée au restaurant prendre le petit déjeuner avant quelques jours. Cette fois-là, quand je suis repartie au restaurant, je me suis dirigée vers le sentier et j'ai été instantanément soulagée de voir qu'il n'y avait pas de sac sur le chemin. En marchant un peu, j'ai examiné la lisière des arbres où se trouvait le sac la dernière fois et j'ai vu la silhouette de 2 personnes debout dans les feuillages. Je n'ai pas arrêté de marcher et j'ai continué, mais mon instinct m'a dit que c'était les mêmes gens que j'avais croisés l'autre fois et je ne voulais pas prendre le risque de m'arrêter ou de m'approcher. J'ai juste continué. J'ai ressenti un certain malaise pendant mon repas, je ne voulais pas repasser par ce sentier de peur de les recroiser. J'avais des visions dans ma tête de ces 2 personnes me sautant dessus ou me mordant en voulant m'attaquer. Enfin bref, je ne sais pas ce qui allait m'arriver, mais j'avais vraiment peur. Alors après le petit déjeuner, au lieu de marcher à travers le petit sentier qui me prenait 5 minutes pour rentrer chez moi, eh bien j'ai pris le plus long chemin, j'ai fait tout le tour, ce qui a fait que j'ai pris 40 minutes pour rentrer chez moi comparé aux 5 minutes habituelles.
Et croyez-le ou non, j'ai oublié de raconter à ma copine cette expérience que j'avais eue ce jour-là. Et quand le dimanche est arrivé, elle m'a proposé d'aller au restaurant. J'étais ravie pour le petit déjeuner, comme je vous l'ai dit, mais malheureusement, j'avais complètement oublié l'expérience de ces 2 inconnus que j'avais eus sur ce sentier. En écrivant cela et en énumérant les événements qui se sont produits, j'ai honte de ne pas m'en être souvenue, mais je vous promets que j'ai totalement oublié de raconter à ma copine ce qui m'était arrivé avec ces 2 personnes. Ce n'est qu'en arrivant sur le chemin que je me suis souvenue de ce qui s'était passé. J'ai fait une pause rapide, mais j'ai continué comme si de rien. Je ne voulais pas effrayer ma copine, et il y avait une chance que les 2 soient partis, non ? Et pendant que nous marchions, elle me racontait une histoire, ou je ne sais plus quoi, et moi, je surveillais la ligne des arbres pour vérifier chaque mouvement. À mi-chemin du sentier, l'homme a surgi d'un buisson et s'est dressé devant notre chemin. Sa femme est sortie et s'est mise derrière nous. Ma copine, essayant d'être rationnelle, a essayé de leur parler et de les raisonner, mais aucun d'eux n'a dit un mot et ils ont simplement commencé à s'approcher de nous. L'écart entre eux et nous se réduisait et je sentais la panique monter chez ma copine. Alors, dans un élan de courage, j'ai pris la main de ma copine et on s'est rué vers la femme. On l'a poussée pour essayer de les semer. La femme m'a attrapée dans le dos et elle m'a griffé si fort que j'avais des marques et je me souviens avoir saigné. On a couru jusqu'à chez nous pour appeler la police, qui est arrivée peu de temps après d'ailleurs, mais elle n'a pas trouvé ces 2 inconnus, ils étaient sûrement partis. Tout ce que les agents ont trouvé, c'était un sac de couchage et des déchets. On n'a jamais pu savoir qui étaient ces 2 individus. Désormais, je n'emprunte plus ce petit sentier. Je préfère 1000 fois prendre la voiture, même si ça prend plus de temps. Il y a 2 incidents qui sont plus ou moins liés, même si je ne peux pas en être certaine de toute façon. D'abord, moi je suis une fille du sud d'une petite ville. Je veux dire par là que c'était une si petite ville qu'on n'avait même pas besoin de verrouiller nos portes. Cela étant dit, j'ai toujours eu l'habitude de fermer ma porte car je n'ai pas vraiment confiance aux gens et il faut dire que cette habitude m'a bien servi. Mon mari et moi avions quitté notre petite ville pour revenir à l'endroit d'où lui vient. C'était une ville à environ 2000 km. Vous savez, la famille, la santé, les opportunités d'emploi, bref, les choses qui font qu'on déménage. Cette fois, on avait emménagé dans un appartement considéré comme étant dans un quartier mal fréquenté, mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai toujours eu tendance à verrouiller mes portes et à les vérifier, d'autant qu'on avait un fils qui avait 6 ou 7 ans à l'époque de cette histoire, donc je faisais très attention. Le premier incident s'est produit lorsque mon mari a commencé à travailler comme agent correctionnel pour l'État. Je ne dirai pas lequel, car cela n'a pas vraiment d'importance pour l'histoire, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il a été embauché, il travaillait le soir et la nuit, me laissant à la maison avec notre fils. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, il était considéré comme l'un des employés essentiels et donc il devait aller travailler à ses horaires habituels. Une nuit, je pensais que ça allait être comme toutes les autres soirées. Je prépare le dîner, je donne le bain à notre fils, je le mets au lit, puis je finis la soirée en regardant la télévision jusqu'à ce que je m'endorme. Mais cette nuit-là, j'aurais dû simplement savoir que quelque chose n'allait pas. J'avais ce sentiment inné, ce pressentiment de peur, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. C'était comme si je savais que cette soirée allait être différente. Aussi, je dois préciser que les bâtiments de notre complexe étaient verrouillés. Il fallait une clé pour rentrer dans le bâtiment, mais les gens avaient tendance à la laisser ouverte, que ce soit pour laisser ses amis rentrer ou sa famille, donc il arrivait parfois que la porte soit ouverte. Moi, j'étais dans la cuisine cette soirée-là, en train de préparer le dîner pendant que notre fils jouait par terre avec ses jouets, et je maintenais le volume de la télévision assez bas pour ne déranger personne. Comme nous restions silencieux, je pouvais tout entendre dans le complexe. C'est alors que j'ai entendu le son distinct de quelqu'un qui essayait d'ouvrir ma porte. Clairement, la personne essayait de s'introduire chez nous. Je savais qu'il était bien trop tôt pour que mon mari rentre, donc ce n'était pas lui. Alors j'ai immédiatement attrapé un couteau de boucher et j'ai dit à mon fils de se cacher sous la table. Il a dû entendre la panique dans ma voix, car sans un mot, il a obéi et a été se cacher. Une fois mon fils en sécurité,
J'ai serré le couteau de boucher et je me suis approchée de la porte en tremblant comme une feuille. Et alors que je m'apprêtais à regarder par le judas de la porte, les personnes ont réussi à forcer notre porte. Je dis les personnes car j'ai constaté qu'en fait il n'y avait pas qu'une seule personne, il y en avait deux. Un homme d'environ 1m75 et un autre d'environ 1m85, tous deux armés de pistolets dans la ceinture de leurs pantalons. Et je n'ai même pas réfléchi à ce moment-là, je suis passée en mode protection maternelle totale. Avant que l'un d'entre eux puisse poser un pied sur le seuil, j'ai tendu la main, le couteau pointé directement entre leurs yeux, et j'ai crié que s'ils osaient quoi que ce soit, ils allaient le regretter jusqu'à la fin de leur vie. Bon, soit ils ont oublié qu'ils étaient armés, ou peut-être que leur arme était fausse, ou peut-être que je leur ai vraiment fait peur et je les ai surpris, je ne sais pas trop, mais tout ce que je sais c'est que la couleur de leur visage a totalement disparu et ils se sont échappés, ils ont couru hors du bâtiment en me traitant de folle. Environ 2 semaines, voire 1 mois plus tard, nous avons adopté un chien qu'on a appelé Kota. Faut dire que Kota n'était pas un chien typique, il aimait se prélasser et était généralement calme et il n'aboyait jamais. Mon mari travaillait tout le temps et en tant que mère au foyer, ce n'était pas vraiment un problème pour nous car c'est moi qui m'occupais du chien et qui me chargeais de lui faire ses promenades quotidiennes. Une nuit, quelques jours après avoir adopté Kota, je l'ai sorti pour lui faire ses besoins et en général, je porte toujours un casque ou des écouteurs, soit pour ne pas déranger les gens ou parce que je veux me concentrer ou bien écouter un podcast. Cette nuit-là, ne faisant pas exception, au lieu d'une promenade complète dans la région, je l'ai gardé dans la cour autour de notre immeuble et il faisait extrêmement sombre, même avec les lampadaires. Je voulais donc rester près de notre résidence. Le bâtiment avait une clôture avec un peu d'espace extérieur, donc c'était parfait pour une petite promenade. Quoi qu'il en soit, j'avais mon casque, j'écoutais de la musique avec le dos tourné à la clôture et je n'ai pas remarqué qu'il y avait des phares qui venaient de me passer derrière. Je n'ai pas vu que c'était une voiture qui venait de s'arrêter au loin et je n'ai pas vu non plus que ces hommes étaient descendus de la voiture pour courir vers moi. À noter que je suis assez petite, je fais 1m55 pour environ 49 kg et mon chien devait peser le même poids que moi. Alors que j'attendais que mon chien faisait ses besoins, je l'ai entendu derrière moi grogner alors qu'il n'aboyait jamais. Il s'en prenait en fait à un homme qui escaladait la clôture pour se ruer vers moi, armé d'un couteau. L'homme n'était pas seul, il était avec un autre homme armé et sur le moment, je me suis dit que j'allais me faire kidnapper. Heureusement, mon chien leur a sauté dessus et il m'a littéralement sauvée. L'un des hommes s'est fait attaquer à l'épaule tandis que l'autre a pris ses jambes à son cou. Il s'est échappé de peur de se faire mordre par mon chien lui aussi. Et les deux hommes sont remontés dans leur voiture. J'ai récupéré mon chien dans mes bras et je les remercie sincèrement de m'avoir sauvé. Nous sommes rentrés et j'ai tout raconté à mon mari qui était furieux en apprenant ce qui venait de m'arriver. Cela a mis du temps avant que je lui raconte tous les détails. J'étais vraiment mal et traumatisée par rapport à ce qui venait de m'arriver. Je tremblais et j'avais du mal à parler. Les larmes me sont montées aux yeux. Il a appelé des collègues pour prendre ma déposition. Ils ont fait le tour de la résidence et ils m'ont dit qu'il fallait faire attention. Ils ont essayé de voir s'ils pouvaient retrouver les agresseurs, mais hélas, ils ne les ont pas retrouvés. Ils ont ajouté que la seule caméra qu'il y avait autour de la résidence, elle était dans le hall et malheureusement, elle n'avait rien filmé de concluant. Mais encore une fois, je ne sais pas si ces deux incidents ont un lien. Je me dis que non, mais tout de même, cela a été traumatisant pour moi. Nous avons fini par déménager plus tard, mais voilà, c'était mon histoire. Si vous avez un mauvais pressentiment, ne l'ignorez pas et écoutez votre instinct.